We are live. Bonjour à toutes et à tous. Aslama wa marhaba bikum. On est de retour pour la série de webinaires maintenant virtuels de Startup Grind. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, en fait, Startup Grind Tunis, c'est une série d'événements conçus pour éduquer, inspirer et connecter les entrepreneurs. Il est organisé par Startup Grind International et nous sommes un réseau basé à la Silicon Valley et présent dans plusieurs pays. Donc, sans plus tarder avec les introductions à propos de Startup Grind, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir 4 invités. Le thème général, comme annoncé, c'est l'entrepreneuriat culturel, mais surtout, quelles sont les structures d'accompagnement et de financement. Donc, sans plus tarder, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Wafa Belgassem, la CEO et cofondatrice de Cultural Funding Watch, CFW, Wassim Roslane, le fondateur de Maison de l'Image, Henri Flamand, qui est Head of MENA Western Africa Inco, et nous allons parler en particulier de l'incubateur culturel Minasab. Et last but not least, Mariam Siela, qui est l'experte en communication du projet de Funnel Tunisie Créative. Avant tout, merci à toutes et à tous d'avoir accepté mon invitation et surtout pour votre disponibilité. Je sais que cette période de l'année, et vu les circonstances, c'est pas évident de booker 2 petites heures dans vos agendas. Donc encore merci pour votre disponibilité. C'est un plaisir. On va commencer un par un. Merci. C'est gentil. Alors, on va commencer. Wafé, si tu nous parles un peu de ton expérience et tu te présentes un peu. Pour comment la première? Non, je rigole. Donc, SMI Wafé Belgass. CFW, elle existe, donc elle est opérationnelle depuis 2 ans, mais le projet et le travail pour préparer justement la naissance de CFW a commencé depuis 2013. Nous sommes une entreprise, donc nous ne sommes pas une ONG, nous sommes une entreprise sociale et notre mission, c'est d'accompagner les porteurs de projets ou les acteurs dans les industries culturelles et créatives vers leur durabilité. Donc, et on entend la durabilité dans son sens général, c'est-à-dire l'accès aux ressources, la stratégie de mobilisation de ressources, la levée de fonds, le conseil dans le design de leur levée de fonds. Et donc, nous travaillons en fait sur 3 piliers de services. Le premier qui est lié à l'accès à l'information. Donc, vous trouvez sur notre plateforme culturefundingwatch.com toutes les opportunités de financement qui sont liées et d'appui qui sont liées aux industries culturelles créatives pour les acteurs basés au MENA ou en Afrique. Donc, ça, c'est gratuit sur notre site web et sur notre page Facebook. Mais nous, comme accompagnons aussi, nous travaillons sur le pilier, le capacity building. Donc, on travaille sur le renforcement de capacité. On forme à la fois les gens qui veulent en faire un métier, c'est-à-dire un spécialiste mobilisation de ressources pour les industries culturelles et créatives, mais nous offrons aussi des formations spécifiques à certaines compétences qu'une ONG ou une entreprise culturelle et créative a besoin pour être capable elle-même de mobiliser les ressources. Troisième pilier, c'est nous offrons nos services sur l'accompagnement, sur la levée de fonds. Le dernier, qui est le plaidoyer et la recherche sur les stratégies de financement des industries culturelles et créatives, donc soit par des recherches sur les nouveaux outils, soit pour créer des espaces où financeurs et entrepreneurs ou acteurs culturels puissent se rencontrer et discuter. Voilà. Merci Wafé. Nous allons revenir en détail par rapport aux activités de CFW et comment peut-être en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur culturel, il pourra s'adresser à vous et vous pourrez peut-être l'aider. Wassim, à part Maison de l'Image, mais si tu nous parles un peu de toi et ton parcours, surtout dans le domaine et l'écosystème culturel en Tunisie depuis environ 10 ans et plus. Donc moi, c'est Wassim Roslane. Je porte 2 casquettes en fait. Je suis photographe. Donc j'ai commencé ma carrière en tant que photographe en 2010. Et après 5 ans, j'ai enfilé la casquette de ce qu'on appelle entrepreneur culturel post-révolution, en lançant le projet de la Maison d'Image, dont j'occupe aujourd'hui la direction artistique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Maison d'Image, en fait, la Maison d'Image, c'est une institution culturelle privée qui est née en janvier 2015. Donc là, on fête presque nos 5 ans d'existence. Donc notre corps de métier vraiment il est axé autour des métiers de l'image, donc la photographie, la vidéo, l'illustration, le web design, etc. Et ça à travers en fait plusieurs activités qui vont l'organisation d'expositions, l'organisation de rencontres, de talks, de projections,
la création aussi de festivals où l'image et le son se rencontrent aussi. Et là, Mariam est avec nous. On pourra parler aussi de l'expérience avec Tfanen, avec Oasis Creative. Et depuis 3 ans, là, on a ajouté une autre activité qui est la formation, au métier de l'image, qui est aujourd'hui un axe très important dans notre activité et qui est devenu presque notre moteur. Donc, donner accès à ces métiers à des jeunes qui viennent des quartiers populaires, à des jeunes qui viennent de l'intérieur du pays pour qu'ils puissent en faire un métier, qu'ils puissent, à travers ces métiers-là, sortir un peu de la précarité, changer les images des quartiers et montrer que voilà, ces quartiers-là, ils sont très riches en compétences qui n'attendent jusqu'à ce qu'on leur tende la main et qu'on croit en eux. Voilà. Excellent, aussi, mais nous allons en revenir en détail par rapport au projet, que ce soit Oasis Créatif, Vision Solidaire ou aussi le dernier né avec les photos, les vidéos, j'ai oublié le nom, dans les j'ai oublié le nom, mais qui représente aussi, Chouer, voilà, désolé. Donc, il représente un peu ces quartiers entre guillemets défavorisés, mais plein de potentiel, qui m'a aussi mais bien de mentionner. C'est juste qu'ils sont ensemble devant nous et qui manque un peu de spotlight et un peu de visibilité. Mariam déjà aussi m'a invoqué le projet de Tfanen. Donc, si tu nous parles un peu de Tfanen, mais aussi le champ d'activité de Tfanen, surtout pour l'écosystème culturel. Bon, merci Behia. Donc déjà, je tiens à présenter Tfanen pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Tfanen, c'est un projet d'appui au renforcement du secteur culturel tunisien. Il est financé par l'Union européenne dans le cadre de tout un programme d'appui au secteur de la culture en Tunisie, du ministère des Affaires culturelles. Bon, aussi, il est fait avec la collaboration du réseau unique. C'est les institutions culturelles de l'Union européenne, comme l'IFT, Goethe Institute, l'Institut italien, donc toutes les institutions culturelles de l'Union européenne. Et il est mis en œuvre par le Beach Council. Donc, le budget global, il est de 9,7 millions d'euros, qui a été alloué pour mise en œuvre d'un ensemble d'activités et de programmes pour la période allant de 2016 à 2021. Les principaux objectifs de Tfanen, c'est de promouvoir justement la diversité culturelle tunisienne, rendre la culture plus accessible au niveau local, national, soutenir la liberté d'expression, soutenir la création, notamment particulièrement pour les jeunes et les femmes également, et encourager la professionnalisation des métiers de la culture. Principalement, Tfanen agit sur 2 principaux axes. Donc, il y a beaucoup d'autres activités, mais principalement, il y a les fonds de subvention qui représentent 40% du budget total de Tfanen et l'assistance. D'ailleurs, la Maison de l'Image ici, je suis contente de voir ici qui est un de des bénéficiaires de Tfanen, et l'assistance technique qui se concrétise comme un ensemble de formations, de séminaires, de labs, les labs Tfanen, et je salue également Wafé qui est une de nos expertes et de nos formatrices dans les labs de Tfanen. Principalement, c'est ça. Je sais pas, si j'entre plus dans les détails ou on laisse pour après. It's as you like, comme tu veux. Mariam, maintenant on entre dans les détails ou juste on continue les introductions avec Henri et on passe en détail pour chaque organisme et comment les choses y sont faites et surtout les conseils qui pourront être utiles pour de futurs entrepreneurs. Donc peut-être on passe à Henri. Henri, vous travaillez sur la région MENA, mais aussi nous allons peut-être mettre l'accent sur la Tunisie, en particulier MENA. Donc si vous partagez un peu avec nous votre expérience. Ouais, bien sûr. Après, pour comprendre un peu notre démarche, c'est important de savoir aussi ce que fait INCO, parce que originellement, on n'est pas forcément un acteur culturel et créatif. On vient plutôt du milieu de l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat vert. Donc, je vais peut-être revenir rapidement sur ce que fait INCO pour ensuite déboucher spécifiquement sur le projet Minasa. Mais en gros, INCO, c'est une organisation qui maintenant, depuis une dizaine d'années, soutient des entreprises à un fort impact social et environnemental à travers le monde. Donc, elle le fait à travers différentes activités, des activités d'investissement social. Aujourd'hui, INCO gère un des premiers fonds en France dédié
aux entreprises à fort impact social et environnemental, 200 millions d'euros. Donc ça, c'est pour l'instant des activités d'investissement qui sont uniquement liées vers la France. Et à côté de ça, développe dans une trentaine de pays du monde des programmes d'accompagnement de ces porteurs de projets à tout stade de développement. C'est-à-dire qu'on accompagne des jeunes qui sont soit en phase d'idéation, en phase de prototypage, d'amorçage ou d'accélération. Moi, pour ma part, j'ai dirigé un incubateur d'entreprises sociales au Maroc. Donc j'ai vécu 2 ans au Maroc et j'ai dirigé ce programme. Et c'était un programme qui était financé par la fondation Drossos. Et à force de connexion avec des acteurs de l'écosystème tunisien et puis de discussion avec la fondation Drossos, on a vu l'opportunité qu'il y avait de pouvoir adapter notre méthodologie et notre ingénierie en matière d'incubation à l'écosystème tunisien. Et donc on a fondé, mais avec l'aide d'ailleurs de Wefé, de Wassim, enfin de tout l'écosystème culturel et créatif tunisien, on a créé ce projet Minassa qui est basé au sein de la Médina de Tunis. Donc aujourd'hui, ce projet a 1 an et demi. Il a, on va dire, 4 missions principales. La première, qui est notre cœur d'activité, c'est d'accompagner une vingtaine d'ICC, de start-up culture. Enfin, on les appelle start-up. Après, c'est peut-être un peu notre biais entrepreneuriat social, mais voilà, on les appelle en tout cas des start-up culturelles et créatives à travers des promotions de 6 mois. Donc 10 start-up et 10 start-up chaque année. Je reviendrai un peu après sur notre méthodologie d'accompagnement. Alors l'idée, c'était aussi de pouvoir appréhender la diversité du écosystème culturel. Donc, on a aussi un programme qui est dédié aux initiatives, aux associations, qui n'ont pas forcément pour but de développer des activités génératrices de revenus, puisque en fait l'idée c'est pas de dire que toutes les organisations culturelles doivent forcément être viables économiquement, pas faire de la culture qu'un business, puisqu'il y a aussi des organisations culturelles qui ont leur propre modèle. Et ça, il fallait le prendre en compte dans le développement de notre programme. On a un programme qui est dédié à des structures associatives pures, même si on va les aider à se professionnaliser, à se structurer. On a également une vision autour de la sensibilisation et du plaidoyer, puisque en fait, en tant qu'acteur de l'entrepreneuriat social, notre objectif et notre vision, c'était de faire le pont entre ce secteur d'entrepreneuriat et le secteur culturel. Donc en fait, que les entrepreneurs culturels et créatifs puissent bénéficier d'autant d'opportunités que en fait tous les entrepreneurs classiques ou entrepreneurs sociaux pour lesquels aujourd'hui il y a une vraie dynamique un peu partout dans la région. Donc on va faire des événements, on va faire des rencontres avec des investisseurs, des acteurs privés, des acteurs économiques traditionnels pour vraiment les convaincre d'investir et de croire au potentiel de cette scène culturelle et créative. Et à côté de ça, on a un autre programme qui est important quand même parce que maintenant ça commence à représenter aussi une part très importante de nos activités. Il y a un programme de formation de chercheuses d'emploi issus de l'ensemble de la Tunisie au métier du numérique. Donc c'est pas directement lié au secteur culturel et créatif, mais notre objectif final, ça reste la création aussi d'emplois. Pour nous, juste le secteur culturel et créatif participe de ça avec une vision pour participer à créer des modèles économiques alternatifs, plus inclusifs, plus durables. Et malgré tout, notre objectif, c'est aussi de créer de l'emploi, c'est aussi d'avoir. Donc, on le fait aussi à travers la formation au métier du numérique. Juste pour revenir sur l'incubation, on a décidé dès le départ de pas se focaliser sur un secteur, mais de cibler l'ensemble des secteurs. Donc, on a pris une définition qui est assez large, celle de l'UNESCO. Il y a 12 filières culturelles et créatives. On va revenir ensuite sur quelques startups qu'on accompagne. Et voilà, on accompagne des entreprises qui sont autant dans le média, dans la musique, art visuel, mode et accessoires, design et artisanat. C'est extrêmement large. L'idée était vraiment d'avoir cette scène qu'on met en avant et qui collabore pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Merci Henri pour tous ces détails. Nous allons revenir encore en détail par rapport surtout aux startups incubées, les startups dans l'incubateur culturel Minassa et les différentes activités. Donc, sans plus tarder, ma prochaine question, elle est destinée à Wefé. Donc, Wefé, si nous expliques un peu le travail et les activités de CFW, mais je sais que vous faites des enquêtes, je sais que vous avez vraiment toute la base de données, disons, voilà, toute la base des offres d'emploi et des opportunités
l'actualité que vous publiez régulièrement, que toute personne qui cherche un financement ou des formations ou toute opportunité, vous pouvez les trouver sur le site de CFW. Mais concrètement, ou pour une personne qui est curieuse ou souhaite lancer une start-up culturelle ou même avoir des informations, peut-être même pour un étudiant qui fait un stage de PFE ou une maîtrise, sa maîtrise ou une enquête, donc il a besoin d'informations liées au domaine culturel. Est-ce qu'il s'adresse au CFW et comment ça se passe? Alors, effectivement, c'est-à-dire l'accès à l'information, c'est un élément qu'on considère important et qui est dans l'intérêt de tout l'écosystème. Nous, CFW, on se positionne à deux niveaux. On appuie l'écosystème, parce que comme elle a mentionné Mariam tout à l'heure, on travaille aussi, mais l'écosystème on a fait l'entrepreneuriat culturel et créatif est tellement petit, hein, on se connaît tous et on est tous connectés, soit clients, soit par exemple, on dit 2 clients, un partenaire, donc on est tous ensemble. Mais nous, on se positionne sur vraiment, on complète toutes ces offres qui sont dans l'écosystème, que ce soit sur l'accompagnement, etc., avec la partie, la mobilisation de ressources. Donc, quand je parle de gauche, vous vous adressez à nous, que ce soit Enti, tu montes ton projet et tu as envie de conseils, c'est-à-dire au moment du design, parce que l'erreur, elle est là aussi. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de clarifier ça. La mobilisation de ressources, là, c'est erroné. Mais tu conçois ton projet ou ton entreprise, ok, il y a quelqu'un qui me trouve de l'argent. C'est vraiment, ça, c'est pas la durabilité. Ça, c'est du grand hunting. Et donc, c'est des chasseurs de primes. Et tu n'es pas durable, tu ne t'inscris pas dans la durabilité. Nous, on accompagne les porteurs de projets, mais le stage, l'idée. Et c'est à ce moment-là que tu dois intégrer la contrainte ou l'impératif de mobilisation de ressources, mais tu l'inscris dans l'ADN de ton business plan dès le départ. Donc, on donne des services dans ce sens-là. À titre individuel, vous pouvez vous adresser à nous en tant qu'entité porteur de projet, je dis voilà, j'ai besoin que vous m'accompagniez sur cette question-là. Mais on a un autre programme, j'aime pas l'appeler incubation, mais c'est quelque chose, un programme particulier d'accompagnement. Ahmed Samiyou, c'est CFW de Sustainability Partnership, le partenariat de durabilité. C'est un partenariat qu'on offre très peu. C'est nous qui choisissons avec qui nous travaillons, on lui propose ça. C'est un accompagnement sur 2 ans. Mais carrément sur 2 ans. Et on est avec ce porteur de projet, ou l'ONG ou l'entreprise, ma famille, le statut légal, ce n'est pas important. Et on l'accompagne sur 2 ans. Avec même conception, que ce soit les projets, la partie levée de fonds, l'appui, le conseil, avec aussi un objectif de transfert de compétences. Au bout de 2 ans, le KPI, c'est le client. Pour 2 raisons. À la fois financièrement, il est confortable, les compétences in-house, tu ne deviens pas durable si tu n'as pas ce savoir au sein de ton organisation ou à ton entreprise, si tu n'as pas cette compétence. Donc, sur les 2 ans, en même temps, on accompagne sur le business model, il fait sa levée de fonds, il prépare, mais en même temps, il apprend in-house. Donc, vous pouvez vous adresser à nous, soit à des missions ponctuelles, parce que vous pouvez aussi, parce qu'on travaille avec des clients, ça a et tu as une maturité, des clients qui savent faire, ils ont ça, mais on a besoin de ton appui pour un truc ponctuel, que ce soit la stratégie, comme tu as levé de fonds, comme je en proposal writing, co-organisation de donor engagement plan. Donc, on fait ces trucs-là. Soit le full package, le Sustainability Partnership, qu'on offre vraiment. C'est vraiment sur mesure, c'est d'accompagnement lourd. On a aussi les formations, parce qu'on regarde l'écosystème, que ce soit Fitoun ou soit là-bas, les vrais professionnels de mobilisation de ressources pour les industries culturelles et créatives, ils travaillent à ce. On a des proposal writers, on a des projets, mais on a des spécialistes de mobilisation de ressources. C'est 2 choses totalement différentes. انك تكتب بروجي انك تكتب لك سبونسيون وتمشي تقدم وما بين انك نعمل une stratégie كامله نتاع موبيليزاسيون دو ريسورس ونتاع durabilité. Donc on propose des formations نتاع احنا نشجعوا ان ماذا بيا ونحب برشا يوليو اكثر برشا ناس يعرفوا الميتي هذايا خاطر on en a besoin. Donc on lance des formations pour معناها مقسمينها ماهوش ماستر باش تاخذوا ولا قرايه كامله مي لي موديول. Donc, stratégie de mobilisation de ressources, comment tu fais donor engagement, comment tu fais le fundraising strategy, comment tu crées une proposition de projet
Donc, on a ces formations et tout. D'ailleurs, le PFE, c'est super intéressant. Là, je me dis, tu as ton sujet de recherche là-dessus. بالنسبة لل PFE, زاد احنا comme on travaille aussi sur l'entrepreneuriat culturel créatif, on a lancé un outil qui s'appelle l'index des entreprises culturelles et créatives. Il permet de générer des statistiques instantanées sur l'entrepreneuriat ou l'entreprise. Allez, je crois parmi ma mission à CFW, et je recrute aussi de nouveaux bailleurs, pas pour moi particulièrement, ou pour mes clients en particulier, l'écosystème école. أنا كي يبدا بايور دو فون انترناسيونال يعطي في مصر يعطي في لبنان وما يعطيش في تونس كي نجيبو انا جو لونكوراج اون لاتير جو بريزونت لو سيكتور نقنعوا اللي السيكتور في تونس اتس وورث انفستينغ الناس الكل رابحه نربح انا ويربح اللي معايا حتى او نيفو دو ليكو سيستيم في تونس كي نعرفوا فما دي ميسيل ولا فما دي زونتربريز اللي عندهم ار اس او ما يخمموش فينا احنا كقطاع يلزمك كقطاع بورتور. Avec la mission aussi de CFW, donc nous avons le recrutement de bailleurs de fonds. Nous avons par exemple, كل عام عندنا un événement اللي اسمه Resource Mobilization Info Day. نستدعوا فيه ونحكيوا على الموبيليزاسيون دو ريسورس يا جماعه راهو مش معناها سبونسيون راهو غالط ياسر انك تخمم بعقليه سبونسيون انوها الديورابيليتي نتاعك وفما ميكس برشا لاسيستونس تكنيك باهيه وتستعملها الانفستيسمون باهي وتستعملو المنتورينغ باهي وتستعملو l'incubation باهيه وتستعملها. بالنسبه للباز دو دوني تاعنا نحن انا الانكوباسيون سي اون ريسورس بالنسبه ليا سي امبورطون. دونك لا جورني هذه الريسورس موبيلايزيشن انفو دي نستدعى اللي كل ما هما يبروبوز quelque chose pour soutenir que ce soit l'entrepreneur ولا لو ام جي. عملوا المنصه معنا مثل في الريسورس موبيلايزيشن انفو دي الاسعار غندور يجيو كيما سبيد ديتينغ دون ان ميم مومون نجم تقابلهم الناس هذوك الكل في طون هما لي بروغرام نتاعهم كاسكي فينانس. دونك انا علاش عملنا الاندكس نرجع لليزاندكس دي زونتربريز كولتورال كرياتيف يمشي لنا نمشي بممول اخر شركه تعطي في كل شيء كان في السيكتورنا نحن كرياتيف باش نقنعها تجي نبداو نحكيو في الهواء وما عندك حتى ديتا لا يسمعنا ولا يقتنع بيا. دونك علاش الاندكس نخرجوا به الديتا وكي اكسيسيبل للعباد اللي تدخل على البلاتفورم باش نقنعوا ستاتيستيك اكسترا. دونك احنا مثل اس جي بي اف او مرحبا اجا ونوجهوك تعمل ليتود ولا الريشيرش نتاعك على l'entrepreneuriat culturel créatif. احنا plus il y a des gens qui écrivent sur le secteur, plus tout le monde gagne. Voilà, très rapidement. Merci Wafé pour tous ces détails et surtout plein de leçons peut-être pour les futurs entrepreneurs. Même peut-être ils doivent changer un peu de mindset et de réflexion qu'il faut directement chercher l'argent et ne réfléchir peut-être qu'à des trucs éphémères ou une viabilité de 3 à 6 ans, 1 an, 6 mois plutôt 1 an que sur le long terme ou bien sûr chercher le financement. Aussi s'il y a des étudiants qui nous suivent, ben voilà, c'est une invitation ouverte de chez Wafé et vous pouvez choisir l'entrepreneuriat culturel ou même l'écosystème culturel pour votre sujet de PFE. Et puisqu'on parle un peu des leçons apprises et tout, je vais tout de suite sauter vers Wessim, que Wessim, je pense, peut-être vu ton expérience et vu ces 10 longues années, et j'insiste sur le fait de 10 longues années, donc déjà Wafé aussi a un détail qu'elle a mentionné, c'est la RSE des entreprises. Oui, certes, il y a des entreprises qui font de la RSE, mais il y a des secteurs oubliés dans la culture malheureusement, où pour eux peut-être ça s'arrête au sponsoring d'un festival ou les couffins de Ramadan ou les sacs de la rentrée scolaire. Or, il y a beaucoup de choses à faire. Wessim, pendant ces 10 longues années, donc peut-être les conseils ou les choses que tu conseillerais à quelqu'un qui va décider de faire un événement, par exemple, vu que tu as fait Oasis Créative, lancer un projet, un espace qui est la maison d'image ou tes autres activités. Donc, peut-être les conseils que tu donnerais à d'autres personnes. À part non, ne pas se lancer, voilà, oui. Non, je pense que la question que tu me viens poser, c'est une question piège, en fait. Parce que d'une part, j'ai envie de leur dire plein de choses, mais en même temps, je sais que… Non, mais on s'est dit, the good, the bad and the ugly. On commence par the good. The good, c'est que tout est à faire et tout est à refaire en Tunisie. Donc, celui qui a une idée de projet, si il a la persévérance, s'il a l'envie, s'il est un peu rêveur et qu'il croit aussi en lui-même, il peut les réaliser. Parce que moi, je dis toujours que la Tunisie, c'est un pays très facile
on peut tout faire. Mais, et là où vient le bas, c'est que pour trouver l'information, pour pouvoir faire n'importe quel projet, on perd beaucoup de temps en fait, que ce soit sur les procédures administratives, que ce soit sur la paperasse, que ce soit sur trouver aussi la bonne équipe qui est qualifiée, qui a de l'expérience, qui n'est pas gangrénée un peu par les problèmes administratifs et autres, qui croient encore en la culture comme un vecteur de changement. Il y a le financement, Wafé l'a très bien expliqué. Aujourd'hui, l'enjeu du financement de la culture se pose de plus en plus dans le sens où dès qu'il y a un problème, on coupe les robinets de financement à la culture. Et quand les choses reprennent et que tout se passe bien, c'est la dernière à laquelle les bailleurs de fonds ou les financeurs se tournent. Et heureusement qu'il y a quelques exceptions, que ce soit l'Union européenne, Drossos, Fondation Rambourg, qui ont cru depuis quelques années déjà en l'importance de soutenir les activités culturelles en Tunisie. Parce que dans la culture, il n'y a pas seulement comme vient de le dire Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas que le Tfarhid et le Jao, mais aujourd'hui, tout le monde entier parle d'industrie créative, d'un secteur qui peut absorber beaucoup de jeunes qui sont sans emploi, qui s'intéressent à la culture et à l'art, aux métiers qui sont liés à la culture. C'est un secteur aussi qui génère beaucoup de revenus à l'étranger. Donc aujourd'hui, je pense que la Tunisie, elle est outillée, il y a les compétences, il y a les lieux, il y a des artistes, il y a les structures comme CRW qui vient aussi soutenir l'écosystème existant avec des compétences auxquelles on n'est pas habitué, le fundraising, tout ça, c'est de nouvelles mots, start-up culturelle, tout ça, c'est nouveau. Hein. Il y a 4 ou 5 ans, quand j'ai commencé, il y avait pas ça. Il y a un seul cahier de charge que tu vas chercher chez le ministère de la Culture et qui, dans ce cahier de charge, il gère un peu les activités d'un centre culturel privé, mais sans forcément entrer dans les détails, sans qu'on parle d'entrepreneuriat culturel, parce que ça aussi c'est nouveau et je pense que Minas, avec ce qu'ils font aussi depuis quelques années, il montre qu'on peut entreprendre dans la culture, dans l'art et dans les métiers annexes. Le ugly, je pense que voilà, il n'y a pas plus ugly que la période qu'on traverse aujourd'hui, avec le Covid, avec ce flou qui met tout le monde un peu sous les nerfs. On n'a pas une visibilité et cette pandémie vient confirmer que le secteur culturel et artistique tunisien reste encore très fragile malgré l'existence de plein de mécanismes, de structures, etc. Et que à un certain moment, au-delà d'organiser des événements one-shot, des expositions, des festivals, il faudra penser à structurer des structures existantes, à les accompagner à devenir durables, à réfléchir sur un business plan qui leur permette de durer. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de lieux qui ont ouvert depuis 2010 qui ont disparu parce que ils n'avaient pas cette vision de faire de leur activité culturelle une sorte d'entreprise qui peut être viable, qui peut employer des gens, qui peut créer de la richesse et qui peut aussi devenir, comme nous, à la Maison de l'Image, un refuge pour les jeunes qui n'ont pas forcément accès à une offre culturelle de qualité. Et donc aujourd'hui, voilà, tout est possible, mais il faut y croire et il faut surtout réfléchir aujourd'hui, structuration, cadre légal, financement. Malheureusement, c'est des gros mots et des fois, c'est des mots qui font peur aux artistes parce qu'on a généralement l'habitude que l'argent dans l'art, c'est quelque chose de tabou. On n'ose pas en parler, on n'ose pas dire que on peut faire de l'argent avec l'art et la culture. Ça reste vraiment quelque chose de noble, mais en même temps, le cliché de l'artiste qui se saoule sous un mur, c'est vraiment dépassé. Aujourd'hui, on parle, comme j'ai dit tout à l'heure, d'industrie créative, de marché. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aux artistes vivants de vivre. Et c'est sans de croire qu'il faut que l'artiste soit mort pour qu'on reconnaisse sa valeur ou qu'il soit rémunéré pour le travail qu'il est en train de faire aujourd'hui.
ou qu'il Voilà. soit exposé, voilà, il a une présence à l'international aussi pour qu'on se rappelle de son nom et qu'on dit que ouais, il est tunisien et qu'il faut le soutenir. Merci Wassim pour ces détails. C'était pas trop ugly en fait, donc là ça va. Mais voilà, peut-être aussi si je rajoute quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire et ce qu'a mentionné Wefé, peut-être c'est un constat. Je vais me corriger si je me trompe. En fait, dans ton travail ou celui de Wefé, c'est aussi le fait de ne pas être individuel ou individualiste plutôt, mais c'est essayer de travailler en groupe ou de trouver d'autres personnes, que ce soit de compétences, de savoir-faire, de se faire aider et ne pas, voilà, se jeter tout seul et dire, voilà, I'm gonna make it. Et parfois, on ne maîtrise pas toutes les parties ou on n'a pas toutes les compétences, que ce soit financières, que ce soit recherche, que ce soit culture, par rapport à l'activité que nous allons faire. Aussi, tu as évoqué un peu la partie financement et là, je vais sauter vers Maïm. Donc, Maïm, en fait, si tu nous expliques plus maintenant en détail, et surtout, je sais que vous financez des initiatives culturelles, peut-être préciser quelles initiatives vous financez, qu'est-ce qu'il faut faire, vous financez des startups, vous financez pas des startups, c'est des événements, quoi en détail pour qu'on comprenne mieux l'activité et le travail de Tfan. Ok, donc déjà, j'ai beaucoup de remarques à ajouter par rapport à ce qui a été dit, mais je commence par les projets. Donc actuellement, Tfan soutient 95 projets. Au début, il y a parmi ces projets culturels, les porteurs de projets, il y a 25 entreprises culturelles. Donc, Tfan ne soutient pas uniquement les associations, mais il y a 25 projets qui sont menés par des entreprises culturelles. Il y a plusieurs fonds. Donc, comme j'ai dit, la principale l'artère de Tfan, c'est tout ce qui est accès à la culture, favoriser l'accès à la culture aux jeunes. Donc, même si les projets sont portés par des associations, mais on encourage vivement le partenariat et les réseaux avec des entreprises privées ou bien avec le secteur culturel. Donc, pour la majorité de nos projets, même s'ils sont portés, donc, comme j'ai dit, il y a 25 qui sont portés par des entreprises culturelles, mais les autres qui sont portés par des associations font beaucoup de coopération avec des entreprises culturelles, avec des jeunes, avec des personnes qui travaillent dans la communication, dans le développement de projets, dans la gestion de projets. Donc, il y a beaucoup de métiers dans la culture. Ils font appel à beaucoup de professionnels dans les cultures, ces associations-là, puisqu'ils n'ont pas toutes des compétences nécessaires. Donc, comment il opère Tfan? Tfan opère à travers des appels à projets. Il y a eu plusieurs sessions d'appels à projets depuis 2017. Il y a le plus gros lot, c'est le Fonds d'engagement culturel local en Tunisie, qui favorise l'accès à la culture comme j'ai dit, dans les zones défavorisées, qui travaille avec les jeunes, qui travaille avec les enfants. Il y a eu 3 éditions de ce fonds-là. Au début, ce fonds a été attribué uniquement aux associations. Puis on s'est dit pourquoi ne pas appliquer les entreprises, parce que comme a dit ici, il y a eu aussi une évolution des entreprises dans le domaine culturel. Donc, ce fonds a été aussi ouvert aux entreprises culturelles. Et puis, on s'est aperçu qu'il y a des spécificités vraiment liées aux entreprises. Donc, ce fonds a été ouvert pour une première session aux associations, dans une deuxième session aux entreprises culturelles. D'ailleurs, la Maison d'Images a eu un fonds dans cette entreprise. Il pourra nous en parler plus pour ce fonds-là. Donc, Tfan ne soutient pas directement des petites entreprises ou des entrepreneurs à leur démarrage. Mais l'idée qui a été proposée, c'est de proposer un fonds d'appui à la création, c'est-à-dire donner des fonds, de grandes enveloppes à des structures bien établies pour qu'ils financent des jeunes, pas pour qu'ils financent, pour qu'ils appuient des jeunes, les aident dans leur créativité. Je cite aussi l'exemple de Maison de l'Image qui a fait, à travers Oasis Créative, qui a fait des résidences artistiques à Nafta dans plusieurs disciplines artistiques et qui a eu beaucoup de succès, ce projet. Il y a par exemple aussi Cinéma Le Rio à travers le projet Meshuge, qui a fait le tour aussi de plusieurs régions de l'intérieur pour faire des productions artistiques, de la danse, du théâtre, plusieurs activités dans plusieurs régions. Et puis, un autre volet
justement, parce que jusque-là, c'est le financement d'un ensemble de projets. Et on s'est dit, ce qui manque à ce que fait Tfanen, c'est cet aspect de structuration. Les entreprises sont assez, peut-être pas assez développées, elles commencent. Donc, il y a eu un fonds d'appui à la structuration. Il y a eu 5 entreprises qui ont bénéficié de ce fonds et 2 associations pour appuyer justement ces organismes, pas entreprises uniquement, dans leur volet de structuration pour aussi consolider leur rôle de moteur pour la professionnalisation, la structuration de tout le secteur. Et ces projets viennent de commencer, ils sont très actifs et on verra, Inch'Allah, les résultats de cet appui de Tfanen dans la phase de la structuration. Je parle aussi des PFE pour les jeunes qui veulent travailler dans le secteur culturel. Nous, déjà, il y a une niche très importante pour moi parce que nous sommes, si vous suivez la page de Tfanen, il y a plein d'appels, plein de recrutements qui se font tout le temps. Et pour ma part, par exemple, j'ai encadré 2 PFE dans le domaine de la communication dans le secteur culturel. Je vois que c'est une niche très importante parce que quand on veut chercher, par exemple, je parle de mon domaine, des jeunes qui maîtrisent vraiment la communication culturelle dans le domaine de la culture, des journalistes culturels, c'est encore très vide. Et moi, j'encourage vivement à prendre cette spécialité-là parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, dans tout ce qui est aussi gestion de projets culturels, dans tout ce qui est donc on fait, d'après mon expérience de Tfanen maintenant presque de 4 ans, on fait toujours appel à des gens qui font de la gestion pour faire de la gestion culturelle, des gens qui font de la communication pour faire de la communication dans le domaine de la culture. Et ça commence. Maintenant, on commence à voir des spécialistes dans le domaine de la culture, mais il y a un grand manque, je trouve, dans le métier, dans ces métiers-là. Je rejoins Wafé aussi pour tout ce qui est partage d'informations, disponibilité. Pour l'instant, dans le site de Tfanen, il n'y a que les informations relatives au projet et à ce que fait Tfanen, mais prochainement, on va publier un ensemble d'études qui ont été faites. D'ailleurs, c'est CFW a participé à une de ces études, comme celle de l'économie créative culturelle. Il y a eu une étude qui a été faite sur les recherches et mapping dans le secteur culturel, des études qui ont été faites sur les plateformes digitales. Donc, ces études seront mises plus sous son format publiable et seront publiées et accessibles sur notre site et en partenariat aussi avec nos partenaires. Je tiens aussi à dire aussi qu'il y a un ensemble de labs que nous organisons, que ce soit des labs thématiques sur des thèmes particuliers. D'ailleurs, nous allons réfléchir à un thème sur la communication justement de la culture, la communication culturelle, des thèmes comme le patrimoine et autres. Il est vrai que le Covid a un petit peu retardé les choses, mais j'espère que nous allons reprendre. Et des labs régionaux. Donc, il s'agit de faire un réseautage et en même temps des améliorations de compétences entre le secteur privé, public et l'ensemble des associations dans différentes régions de la Tunisie. On veut cibler les 24 gouvernorats. Il y a eu beaucoup de gouvernorats qui ont été ciblés et il reste aussi beaucoup de labs à faire pour justement faire ce réseautage. Donc, parce que je crois que dans ce domaine, le réseautage, c'est un secteur, comme a dit Wafé, très fermé. Tous les gens se connaissent et parfois se connaissent entre eux, les privés, les associations. Il reste aussi un petit peu de manque dans le secteur public, un petit peu les jeunes qui n'arrivent pas à entrer dans ce réseau. Donc, à travers ces labs, on fait de l'amélioration de compétences et aussi de réseautage entre les différents acteurs culturels. Je ne sais pas si tu as des questions, Béhéa.
Allez, nous allons y revenir, mais déjà, merci pour tous ces détails et surtout l'explication du travail de Tfanen pour que une personne qui nous entend, il y a des questions qui se sont posées par rapport au financement et surtout, c'est la question clé toujours, le flou, ou qui finance. Donc, c'est bien de connaître qu'est-ce que vous financez ou quelle structure vous financez. L'autre point que j'ai retenu de ton intervention, mais aussi celle de Wessim, c'est que le secteur culturel est porteur de richesse, mais surtout pour l'emploi et l'employabilité. Donc, il faut peut-être des étudiants ou des chercheurs d'emploi ne se tournent pas vers ce secteur en ayant peut-être comme l'a mentionné Wessim, des idées reçues sur que ça ramène pas de l'argent ou c'est pas un secteur porteur. Alors au contraire, il y a des opportunités. Sinon, on va parler aussi de l'incubation des startups culturelles. Et là, je vais m'adresser à Henri. Henri, concrètement, moi, je suis une startup qui se dit startup culturelle. Peut-être si on essaie de définir la startup culturelle et surtout quel type de startup ou quels sont les critères, les must-have par rapport à une startup pour être acceptée et faire partie des incubés de Minasa. Henri, ton micro est mute. Pardon. Ouais, donc je disais, comment on fonctionne? Nous, en fait, on lance 2 appels à projets chaque année. Donc là, le prochain appel à projet qu'on va lancer, ça va être début 2021, en février. En général, donc c'est un appel à projet qui est ouvert pendant 1 mois et demi. Donc j'invite tous ceux qui veulent postuler à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura toutes les informations, tous les guides. Ensuite, on met un formulaire à disposition qui est assez, franchement, assez facile d'accès, qui demande juste des informations globales et générales sur le projet. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en termes de critères, sur les secteurs ciblés, on est assez flexible, parce qu'on cible les 12 filières. Donc aujourd'hui, on a une représentation. Alors, il y a peut-être une prédominance quand même de certains secteurs, comme la mode, le design et l'artisanat, puisque c'est, je pense aussi en Tunisie, les filières les plus structurées. C'est vrai qu'on a quand même une prédominance, mais après, notre objectif, ce n'est pas d'accompagner que des projets qui ont, à première vue, un développement. On a aussi un engagement de soutenir des projets qui sont issus de filières peut-être qui ont aujourd'hui un moins fort potentiel dans les conditions actuelles, et qui demain, avec du travail de structuration de l'écosystème, peuvent arriver à créer de l'emploi, à créer de la richesse. Pari-là qu'on fait. Donc il faut que personne s'empêche de candidater issu d'aucun secteur, puisqu'on n'est pas rigide et on croit à la force d'une équipe et à la force d'un projet. Donc voilà pour ce qui est des secteurs visés. Après, en termes d'avancement de projet, c'est vrai que nous, aujourd'hui, notre positionnement n'était pas forcément d'accompagner des porteurs d'idées. Alors, à la marge, on peut peut-être en prendre un ou deux, mais c'est notre but était plutôt de soutenir une scène existante qui est en demande de structuration, qui est en demande d'accompagnement, puisque aujourd'hui, nous, les projets qu'on accompagne, des projets qui sont en général soit en phase de prototypage, c'est-à-dire en train de construire leur produit ou leur service culturel, ou alors ils viennent de le lancer, ou alors ils sont vraiment plutôt en phase de ce qu'on appelle d'accélération, c'est-à-dire qu'ils commercialisent depuis un certain temps, ils ont un chiffre d'affaires qui n'est pas forcément rentable, mais même parfois ils commercialisent pas seulement sur le territoire national, ils commercialisent à l'international. Mais pour autant, parfois ces porteurs de projets, en fait, ils commercialisent, mais depuis peu, mais ils n'ont pas encore, ou ils sont en cours de création de leur structure juridique. Ils n'ont pas réellement de stratégie financière. Ils n'ont pas réellement pensé à leur viabilité financière. Ils n'ont pas forcément pensé à leur feuille de rentabilité. Et ça, quel que soit leur niveau d'avancement, leur stade d'avancement. Donc, nous, notre pari, c'était vraiment plutôt de soutenir, en tout cas dans un premier temps, ces porteurs de projets qui existent, qui sont là, et qui sont pas, voilà, comme je le disais, en phase d'idéation. Mais pour autant, dans un second temps, ça fait vraiment partie de notre stratégie à moyen terme de pouvoir développer des programmes annexes vraiment dédiés aux porteurs et notamment aux étudiants. Donc ça, c'est pour la phase, je dirais,
développement éligible du projet. Après, en termes de critères d'évaluation, nous, au sein de l'INASA, c'est vrai qu'on, en vérité, c'est pas extrêmement différent de ce qu'on pouvait pratiquer lorsqu'on développait les programmes dédiés à des entreprises sociales. Ce qui nous intéresse, comme toute entreprise. D'ailleurs, si on va voir un investisseur, la première chose qu'il va regarder, c'est pas forcément le projet en tant que tel, c'est l'équipe. Alors, je force le trait en disant ça, mais c'est vraiment la personnalité entrepreneuriale du porteur de projet. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit que quel que soit le projet qu'il a sous les mains, ben, en fait, il va en faire quelque chose, parce que ça relève vraiment de ses compétences et de sa personnalité. Donc ça, c'est un facteur qui est quand même très important. Après, il y a également la capacité à justifier de la viabilité du modèle économique, même si au stade où il postule, il n'est pas encore viable. En tout cas, on pense qu'il y a une possibilité, même par des chemins de traverse, de générer du revenu. Il y a également, alors ça, et ça c'est vraiment notre empreinte aussi dans la sociale, c'est l'impact social, justifié d'un impact social. Et alors, bien sûr, il y a un impact social en termes de création d'emplois, mais nous, au-delà de ça, c'est quel rôle social joue l'entreprise et quel impact social il y a au cœur du modèle économique de l'entreprise, dans sa manière dans son processus de production, dans sa manière de travailler avec ses prestataires ou avec ses salariés, mais également dans les valeurs qu'il porte. On n'est pas là pour accompagner forcément des projets d'entertainment, enfin de culture juste divertissante, mais également une culture engagée, sociale et inclusive. Donc ça, c'est extrêmement important, nous, dans les projets qu'on accompagne. Donc ça, c'est un peu les critères, je dirais, principaux pour postuler. Après, à ce jour, nous, on n'a pas les capacités encore de pouvoir accompagner des porteurs de projets sur l'ensemble du territoire tunisien. On sait que c'est une des principales barrières de manière générale, hein, c'est que la plupart des opportunités sont concentrées. Et on espère aussi également très rapidement pouvoir développer des programmes décentralisés. Et ça fait vraiment partie de nos objectifs. Aujourd'hui, en fait, notre programme d'accompagnement, il demande beaucoup de présence. Bon, même si là, avec le Covid, c'est clair qu'on s'est adapté. La plupart de nos formats sont en ligne. Je reviendrai ensuite sur nos formats. Mais il y a quand même, en fait, une de nos pattes à l'INASA, c'est le côté communauté, c'est le côté famille, le côté scène. C'est-à-dire, en fait, on fait beaucoup de connexions, de collaboration entre les porteurs et les porteuses de projets. Il y en a même qui créent des produits culturels et des services culturels en commun. Donc, en fait, c'est comment une promotion, deux promotions, trois promotions portent ensemble cette vision et comment, à travers nous et à travers eux surtout, on porte cette vision d'une culture qui a un fort potentiel de création de richesse et de création de valeur sociale. Mais par contre, toutes ces personnes-là peuvent quand même candidater puisque dans tous les cas, nous, on répond à tout le monde en général et on fait des retours sur le projet de chacun. On n'est pas là à se dire, ah ok, lui, il n'est pas de Tunis, on lui répond pas. Non, on va lui répondre. On va lui faire des retours sur son projet. Mais par contre, peut-être que là, à l'instant T, on ne pourra pas l'accompagner. Parce que là, de manière pratique et matérielle, on peut pas se déplacer ou se décentraliser avec les moyens qu'on a actuellement. C'est vraiment nos objectifs. Donc ça, c'est pour nos critères, l'éligibilité au programme. Après, le programme en tant que tel, comment il fonctionne? Donc, comme je le disais, ces 10 startups culturelles, elles vont être accompagnées sur 6 mois. Il y a 3 grandes étapes, je dirais. Il y a une phase qui est primordiale, qui est la phase diagnostic. Cette phase de diagnostic, elle rassemble à la fois l'équipe INASA, les différents pôles INASA, c'est-à-dire le pôle communication, le pôle business développement et le pôle accompagnement. Mais on associe également un expert externe financier et également, et c'est ça aussi, faut se dire qu'en tant qu'incubateur, on dit pas qu'on a la science infuse et qu'on connaît tous les secteurs. C'est pas, enfin, surtout nous, on n'est pas sur un secteur, on est sur tous les secteurs. On peut pas se dire, ah, nous, en plus, on est là depuis 1 an et demi, donc on connaît très bien le secteur. Donc, ce qui fait la force d'un incubateur, c'est les compétences et les profils qu'on agrège autour du programme. Et c'est pour ça que
je pourrais jamais remercier assez Wassim, Wafé et l'ensemble des intervenants qui participent au programme, parce que c'est aussi eux, c'est surtout eux qui font la richesse du programme. Mais bon, en tout cas, cette phase de diagnostic, elle permet vraiment de faire une photographie à l'instant T du projet, sur toutes ses facettes. Et elle permet de planifier un plan d'action pendant la période d'incubation, à la fois pour nous, c'est-à-dire quel levier on peut activer pour répondre aux besoins de l'entrepreneur, mais également quelle stratégie lui à court terme il va développer, parce que l'idée c'est pas qu'il y ait un effet déceptif, c'est pas qu'au bout de 6 mois d'incubation ils se disent ah merde, en fait ma startup n'a pas décollé autant que je voudrais. En fait un incubateur, non c'est pas on peut pas tout régler, on peut résoudre certains leviers, mais il faut rester réaliste. Et après je reviendrai vraiment comment aussi notre méthodologie a évolué de la première à la troisième promotion. Mais bon, en tout cas, une fois que ce diagnostic est fait, on va vraiment passer les 3 premiers mois sur une montée en compétences financières. Alors, parce que malgré tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on ait des projets en phase d'idéation, d'amorçage ou d'accélération, franchement, on a c'est tous les porteurs de projets créatifs. C'est normal parce que c'est aussi pas leur étude et c'est aussi parfois pas leur rôle. Mais en tout cas, ils n'ont pas du tout cette éducation financière qui leur permet de structurer le projet. Et je pense que dans les premières étapes du lancement d'un projet, c'est vraiment nécessaire de maîtriser, au moins d'avoir les bases pour penser sa stratégie, pour penser sa viabilité. Alors, bien sûr, on est clairement d'accord que un créateur, un artiste ne peut pas être tout à la fois. Il ne peut pas être un businessman, un créatif. Mais c'est juste que, en fait, au lancement d'une entreprise, on doit un peu tout faire. Alors, jusqu'à ce que, et nous, après, notre objectif, c'est de nous connecter à des potentiels associés ou partenaires qui vont aussi prendre le relais derrière. Mais en tout cas, nous, c'est notre objectif, c'est que il ait cette éducation financière et que derrière, il puisse avoir les livrables. En fait, notre accompagnement, il n'est pas juste, c'est pas juste de la formation théorique, c'est du personnalisé dans le sens où à la fin de ces 3 mois, il va avoir son business plan personnalisé, sa stratégie, qui va aller pouvoir présenter à différents types d'acteurs financiers. En fait, quand on parle d'acteurs financiers, bien sûr, on adapte en fonction des projets. Les acteurs financiers type donor pour les subventions, mais il y a aussi des acteurs financiers type investisseurs et banques. Et nous, on s'adresse aux deux, on regarde les deux et on prépare et en fonction des différents besoins des entreprises et en tout cas des qu'on accompagne, parce que moi non plus, je fais pas forcément le différentiel entre, en tout cas pour ceux qui veulent avoir un modèle économique viable entre association et entreprise. Ensuite, on va cadrer et on va orienter vers un accompagnement pour de la subvention, pour derrière de l'investissement ou du prêt. Alors après, on va activer d'autres leviers à travers des workshops faits avec l'équipe INASA, à travers du mentorat avec des acteurs locaux, internationaux. Mais l'objectif, c'est en tout cas que c'est cette base, que toute on l'appelle mise en scène parce que c'est un peu toute la structuration de l'entreprise est faite pendant ces 3 mois-là. Et après, sur les 3 mois suivants, on est plutôt sur la mise en valeur, la promotion. On va les présenter à des accélérateurs, on va les présenter à des investisseurs, on va les mettre en scène, on va leur donner de la visibilité. Alors, ils maîtrisent ça aussi très bien. Enfin, la plupart des entrepreneurs, ils savent hyper bien maîtriser leur image. Après, on peut leur donner des clés complémentaires. Mais surtout, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire des événements où en fait, on les fait collaborer ensemble. Et où on les présente vraiment comme une scène. On ne fait pas juste un événement pour tel secteur. On aime bien mélanger les secteurs et les présenter vraiment. Parce que même, alors, je sais pas, mais il y a des secteurs à part entière comme le cinéma qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, mélangent plein de sous-secteurs. Merci pour ces détails, Henri. Ouais. En fait, j'ai d'autres questions pour la suite. Donc, en plus, il y a les questions. J'ai été trop long, désolé. Non, pas avec plaisir. En fait, tout ça, c'est intéressant et au contraire, il faut avoir tous les détails pour éviter les confusions. Mais il y a les questions aussi de côté que je veux pas zapper pour que on ne dise pas qu'on ignore les questions et on n'intervient pas avec eux. Juste pour revenir aux questions, en fait, même, il y a une question qui s'est posée. Apparemment, il y a aussi encore une confusion par rapport aux activités de Tfan, mais surtout, il subventionne qui et comment il opère Tfan. Je sais pas si tu as pu la voir ou je la mets, ou je la poste, ou je vais la lire. Je vais la montrer sur l'écran.
Ben voilà, il y a Imen qui nous dit qu'elle ne comprend pas trop. D'un côté, on parle de business plan, de pérennité des projets et comme quoi la culture peut être un secteur porteur. Et quand je regarde sur le site de Tfan, je vois que le demandeur peut être soit une association, un EPNA ou encore un privé exerçant une activité culturelle à condition qu'aucun profit ne puisse être fait à travers ce projet. Ça part un peu dans tous les sens, d'après elle. Donc, si tu peux un peu réexpliquer les activités de Tfan et surtout, il subventionne qui ou il travaille avec qui. Oui, je vais expliquer. Donc, Tfan n'est pas un incubateur. Il ne donne pas des prêts ou il y a d'autres mécanismes de soutien à des startups culturelles ou des projets qui veulent s'instaurer. Mais Tfan n'est pas un incubateur. Il fonctionne sous forme de fonds qui ne sont pas remboursés après. Quand on dit que le projet ne doit pas avoir de profit direct, ça veut dire que nous voulons avoir que Tfan permette un accès à la culture dans toutes les régions défavorisées, faire la promotion de la culture, faire aimer la culture aux enfants dans plusieurs régions. Par exemple, je parle d'un projet qu'on a visité dernièrement de la Fédération tunisienne des ciné-clubs. Il y a eu des enfants, c'était à Tibal. Tibal, c'est une région dans le gouvernorat de, je crois, c'est Béja. Oui, je ne sais plus, c'est Béja, donc c'est dans le nord-ouest. Donc, ces enfants font des ateliers de production cinématographique avec de Dailymotion. On a fait des interviews à ces jeunes-là. Il y a eu des jeunes de 19 ans, 16 ans qui veulent faire du montage, qui veulent faire des vidéos et qui n'ont jamais été dans des salles de cinéma. Je donne des exemples de ce genre. Donc, on a découvert vraiment que la culture n'est pas arrivée dans toutes les régions, n'est pas accessible dans les régions. Donc, quand on dit que ce projet ne doit pas faire de profit, ça veut dire que quand tu fais des ateliers, tu ne dois pas faire payer les enfants, tu ne dois pas faire payer les jeunes qui vont participer à ces ateliers-là. Parce que le but de Tfan, c'est de donner de ces fonds pour justement promouvoir la culture dans des régions défavorisées et pour des jeunes qui n'ont pas accès à la culture. Donc, il ne faut pas avoir un bénéfice direct à travers les activités qui ont été financées par Tfan. Donc, comme j'ai dit, il y a aussi, Tfan aussi, les EPNA, c'est les organisations publiques, du secteur public, comme le Centre culturel de Hammamet, par exemple. Ça, c'est un exemple. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et j'ai dit que Tfan aussi ne peut pas, parce que on est une petite équipe, c'est justement d'appuyer des grandes structures qui sont du métier, qui sont déjà opérationnelles, pour qu'ils appuient des jeunes dans des activités de création, dans des activités de professionnalisation, dans des activités de structuration externe et tout ça. Donc, il y a le fonds d'appui à la structuration. Des fois, oui, Wafé, tu peux après ajouter. Et je voudrais aussi que Wassim partage avec nous son expérience pour le fonds qu'il a eu dans le cadre du fonds d'appui à la création pour soutenir aussi des jeunes. Nous, on était émerveillés parce que a été fait à NAFTA. C'est des ateliers de photographie en design. Il y avait à la place de NAFTA les productions artistiques qui étaient produites par des jeunes aussi de la région. Et ça, c'est ça le but de Tfan. En fait, ce n'est pas un projet qui fait de l'incubation. Je ne sais pas si j'étais claire. Imen, si tu as d'autres questions, tu pourras aussi intervenir. Merci pour tous ces détails, Maryam. Effectivement, Imen ou toutes les autres personnes qui sont avec nous peuvent intervenir. Juste, j'allais sauter à la prochaine question, mais il y a encore, puisqu'on parle encore de Tfan, donc il y a Shahrazad qui dit que concernant Tfan, les critères d'éligibilité sont très stricts. Et limite les possibilités d'appui aux startups et aux PME de match. Oui, je crois que j'ai répondu à cette question. Donc, c'est la logique de Tfan. Moi, je vais aussi peut-être introduire, parce que Tfan, normalement, il se termine en 2021. Donc, on est vraiment en phase
de finalisation de ce projet, mais il y aura d'autres projets comme Youth for Youth qui vont intégrer la jeunesse, le sport et la culture et qui vont opérer à partir de 2021. C'est des gros paquets et les jeunes et tout ce qui est incubation seront aussi seront présents dans ces projets-là. Donc, c'est ce qui a été fait dans ADFAN actuellement, mais il y aura d'autres axes et d'autres activités qui seront planifiées dans le futur. Merci, Mariam. Et je vais céder la parole puisqu'on parle de financement et je pense qu'il n'y a pas mieux que Wafé pour nous donner les détails des financements. Il y a toujours le problème, where's the money? Et même les questions qui sont posées, est-ce qu'il y a de l'argent ou pas? Donc, pour ce cas-là, Mariam a très bien expliqué, je pense, d'Edfanen, qu'est-ce qu'ils font et surtout que c'est un projet jusqu'à fin 2021. Donc, on doit trouver des plans B peut-être de 2021. Donc, Wafé, d'autres pistes ou de conseils ou de suggestions en ce qui concerne le financement? Ouais. Alors, juste pour construire sur le financement de TFAN, le pourquoi du comment. Juste comment ça dénote d'une méconnaissance des mécanismes d'appui. TFAN, c'est un fonds qui est, en fait, c'est une subvention que l'UNUC a eu de l'Union européenne pour, finalement, TFAN, il a pratiquement presque fait ce que tu es en train de faire. Ils ont créé un projet en tant que consortium pour submission of proposal qui a été sélectionné et financé par l'Union européenne pour implémenter des activités ou des axes d'intervention qui sont définis. Donc, l'équipe qui est en train de mettre en œuvre le projet n'ont pas la flexibilité de changer HACA. C'est un engagement qui ont eu la subvention avec l'Union européenne qui précise des axes. Donc, à l'origine, donc les axes d'intervention de TFAN, محددين essentiellement sur si je me trompe, Mariama, sur les 3 axes que Mariam elle a définis dès le début. Et comme c'est une subvention, et comme l'argent il vient de l'Union européenne, il y a des règles de gestion. Entre autres, quand il s'agit d'une subvention, en fait, ce que fait TFAN, c'est des subventions en cascade. Donc, il y a une subvention qui a été passée en cascade avec des montants plus petits pour arriver à ceux qui en ont besoin. Donc, les subventions en cascade, et comme c'est une subvention de l'Union européenne, tu ne peux pas en faire du profit. Allez, à l'origine, donc l'objectif de l'appel à projet qui comme logique, l'Union européenne appelle à projet, on finance des gros projets X, Y, Z. Soi-disant, l'ONU qui est derrière une proposition de projet. C'est une subvention. Donc, à l'origine, c'est quoi l'objectif? Accès à la culture. Il te donne déjà l'argent pour payer l'activité. Tu ne peux pas demander aux contribuables, c'est comme si tu payes 2 fois. Tu ne peux pas demander aux contribuables de payer de l'argent pour accéder à une activité qu'un bailleur de fonds institutionnel a préalablement financée. Et c'est la logique qui est derrière. Donc, non, ils ne sont pas wabhin ou qu'ils ne veulent pas. C'est des guidelines de bailleur, ce qu'on appelle le backdoor, c'est décidé dès le début. Entre autres, en revanche, l'accès au financement pour l'entrepreneuriat culturel et créatif, comme à d'autres cibles, comme à d'autres créneaux, comme à d'autres bailleurs qui financent directement l'entrepreneuriat, qui sont dans l'écosystème et qui ne font pas de restrictions juste sur la création de bénéfices à travers l'activité terrain. Donc, pour ça, avec Drossos, tout le monde connaît, ils financent là-dessus. Avec des bailleurs de fonds qui ne sont pas forcément maroufines dans l'écosystème comme spécial, tracine, les culture, mais pour eux, s'ils sont dans l'entrepreneuriat ou la création d'emplois, il y a des portes qu'on peut taper. Il y a des programmes qui ne sont pas forcément de l'argent, mais de l'assistance technique. Donc, tu as plusieurs autres outils que tu peux regarder. Voilà, très rapidement. Je laisse la parole aux autres. Merci Wafé pour ce détail. En fait, je vais céder aussi la parole à Wassim. Je pense qu'il a quelque chose à ajouter sur ce sujet et sur ce point-là. En fait, la question de Imen, elle est très intéressante dans le sens où il y a 2 parties dans la question. Il y a la première partie où elle parle de business plan, de pérennité, de projet, etc. Et c'est cette partie qui m'intéresse. En fait, nous, en tant que structure culturelle, dans notre conception de la pérennité, on ne prend pas en considération les subventions. Parce que les subventions, c'est des choses qui viennent généralement, qui sont affectées à un projet avec un budget bien précis pour des actions sur le terrain, que ce soit des événements, des formations. Donc, on ne peut pas
utiliser cet argent-là pour pérenniser la structure. Ce qu'on peut faire de cet argent-là, c'est peut-être de couvrir quelques charges qui sont notamment liées aux personnes qu'on fait intervenir, à l'équipe, etc. Mais généralement, on ne peut pas parler de pérennité de subventions et cela implique même des subventions du ministère de la Culture ou autre. Moi, quand je parlais tout à l'heure de pérennité, je parlais du fait que aujourd'hui, une institution culturelle, une entreprise culturelle doit savoir diversifier ses sources de revenus, que ce soit par ses propres produits qui peuvent être des spectacles, la billetterie, la vente des tableaux, un espace de coworking, etc., etc. Aller sur du sponsoring aussi, et encore, on ne peut pas parler de sponsoring et de pérennité parce que c'est la même chose. Le sponsoring, il est affecté à des actions bien précises en contrepartie d'une visibilité sur des supports de communication ou autres. Il y a le mécénat aussi, il y a un cadre légal qui permet aujourd'hui aux entreprises culturelles et aux associations de profiter du mécénat. Et là, c'est un autre débat parce que la loi existe, mais le mécanisme pour en profiter, il reste encore très flou, il n'est pas très accessible, il n'encourage pas forcément les mécènes à s'impliquer davantage dans le secteur culturel. Et du coup, je pense qu'un projet ou un fonds comme Fanen a son importance aujourd'hui dans le fait qu'il nous permet, nous, comme maison d'image, de diversifier nos activités, de pouvoir toucher une autre cible qu'on n'aurait pas forcément pu toucher à travers nos activités qu'on fait à Tunis. Donc, l'exemple d'Oasis Créative, c'est un très bon exemple. On a exporté notre connaissance, on a donné accès à des formateurs qui viennent d'étrangers à Tunisie de travailler avec une jeunesse qui ne connaissent pas forcément, les jeunes des Oasis. Ça nous a permis de tester aussi le terrain parce que nous, dans notre planning ou dans notre vision de la maison d'image, j'ai dit que la maison d'image rayonne sur les autres gouvernorats de la Tunisie, qu'elle ne reste pas seulement à Tunis et les 4 gouvernorats du Grand Tunis. Et donc ça, ce genre de projet, il permet aussi de faire du testing, de tester de nouvelles approches, de tester un festival, en ne se souciant pas comment on va aller chercher l'argent pour financer ces activités. Et surtout quand le sponsoring aujourd'hui peine à suivre ce genre d'initiative. Généralement, les sponsors, ils cherchent une très grande visibilité médiatique, une très grande visibilité sur les supports, etc. Tu connais ça mieux que moi, Bahia. Et donc, aller former des jeunes dans des oasis, c'est pas un projet sexy pour des sponsors. C'est pas du PR, ça crée pas le buzz. Voilà, ça crée pas le buzz. Même s'il y a eu quelques exceptions, il y a eu quelques entreprises qui ont cru aussi à Oasis Créative, mais qui ont été encouragées par le fait qu'on ait un fonds aussi, qu'il y a l'Union européenne qui soutient ce genre de projet. Donc, ça permet aussi d'avoir de la crédibilité et d'avoir aussi dans son dossier de sponsoring ou autre, voilà, des réalisations, des projets concrets qu'on a menés de début jusqu'à la fin avec des indicateurs de réussite, etc. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de réfléchir à diversifier ces sources d'argent, aussi à ne pas hésiter à faire appel à des experts aussi pour maîtriser cette compétence, parce que moi, personnellement, si je parle de mon expérience personnelle, je suis autodidacte, je suis pas formé dans le management culturel et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas. Et toutes les ressources qui étaient disponibles à l'époque étaient liées à d'autres métiers, pas les métiers culturels. Donc, que ce soit la finance, la gestion, les ressources humaines, tout ça, le fundraising et autres, tout ça, c'est des domaines qui sont très développés dans d'autres métiers ou dans d'autres secteurs, mais qui restent nouveaux dans la culture. Et donc, tout l'enjeu aussi est là, parce que il y a la structuration, mais il y a aussi de la formation aussi des entrepreneurs culturels et des gens qui rêvent aujourd'hui de monter une structure ou une start-up. Il y a un très grand besoin d'encadrement, il y a un très grand besoin aussi de comprendre le marché et Wafé a soulevé tout à l'heure le fait de l'absence à un certain moment de chiffres et de data. Et je pense aujourd'hui, en 2020, si on n'a pas l'information, si on ne connaît pas combien ce secteur il peut
générer, quel est son impact, comment de personnes travaillent dans le secteur culturel, etc. On ne peut pas le défendre. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons besoin de chiffres. Et je pense que les chiffres, avec les actions, avec les fondations qui essaient de structurer, ça permet de créer un premier environnement où on peut d'ores et déjà commencer à parler d'industrie créative. Et je pense que on vient de commencer. Hein. Tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, ça a été fait grâce à la volonté de certaines personnes qui ont cru à la culture, à l'art, à leur propre volonté, même avec leur propre argent. Mais aujourd'hui, on sait que si on veut avoir des structures pérennes, des structures qui rayonnent, pas seulement en Tunisie, mais aussi à l'échelle internationale, parce qu'aujourd'hui, je pense que on a l'occasion de devenir un hub culturel international, de pouvoir se positionner aussi à l'échelle africaine, d'être le lien entre l'Afrique et les pays européens, les pays du Moyen-Orient, etc. Et tout ça, ça nécessite des mécanismes, nécessite des structures qui soient, on appelle des locomotives, qui puissent ouvrir le marché international pour que d'autres structures moins grandes ou d'autres associations puissent pénétrer ce genre de marché, puissent pénétrer plus de festivals, etc. Et on le voit très bien avec l'industrie du film, ce que font aujourd'hui les cinéastes, les producteurs qui sont réunis à un certain moment montrent aujourd'hui que le produit culturel tunisien il est un produit de qualité et que quand il y a les financements, l'encadrement et le cadre légal qui encourage cet investissement culturel, on peut vraiment devenir des références avec tout ce qu'on a comme richesse et comme histoire. Merci Wessim pour tous ces détails. Effectivement, je pense on ne peut que être d'accord avec ce que tu viens de dire. Et en fait, je vais rajouter que tout à l'heure il y avait un commentaire qui a été mentionné, qui nous a été parvenu en privé. Et par rapport à l'expérience que tu as partagée des oasis créatifs et des activités à Nafta, c'est le fait aussi que la création de richesses, le fait parfois pour certaines régions et en général, vu le cadre et les circonstances, le fait d'avoir une activité culturelle, déjà il y a un impact social créé indépendamment du fait que par exemple on va embaucher les jeunes du quartier ou qu'on va créer même les gens qui viennent à la région, qui vont consommer chez l'épicier, qui vont être hébergés chez les maisons d'hôtes, etc., etc. Là, par contre, je vais juste sauter. Il y a un sujet qui a été évoqué et qui est l'âge. En fait, il y a Saif Nechi qui nous dit, mais c'est bien de miser sur les jeunes, mais il faut pas oublier les vieux. Bon, t'es pas si vieux que ça, Saif, qui peuvent participer à l'essor d'un business culturel. C'est frustrant de voir toujours des appels à projets genre tu as moins de 35 ans. Et je pense que quelqu'un comme Saif, pour ceux qui ne connaissent pas, Saif Nechi, c'est un illustrateur tunisien qui a été primé à l'international et qui fait du bon boulot. Il y a aussi pour le même commentaire qui est Inès Bakouche qui a lancé la plateforme Art Forness. J'ai mis les liens de toutes les plateformes, de tous les sites des participants ou qu'on a mentionné. Donc, qui parle de la notion de l'âge. Là, la question s'adresse à tout le monde. Est-ce que vous pensez, oui, que la culture, elle est limité au moins de 35 ans ou c'est juste peut-être au futur, ça va être ouvert à une autre tranche d'âge? Rejoignez-nous parce que là-dessus, moi je râle depuis un moment. Et j'ai créé sur Facebook un groupe qui s'appelle O40, Over 40. Et on a remarqué, parce que CFW, on suit les tendances pour voir ce qui se passe. À tel point, elle est dans notre base de données bailleurs de fonds, parmi les critères de recherche, Hatina les limites d'âge, parce que c'est vraiment frustrant. Et il faut faire quelque chose contre ça, parce que à outrance, bon, c'est vrai, la jeunesse, mais il y a un souci. Le problème, c'est surtout, Henri, il va me corriger si je me trompe, mais quand on regarde dans le langage et le monde des startups, les startups qui réussissent et qui avancent, les locomotives, c'est à partir de 35, quand tu commences à avoir une petite expérience, où toi, tu as ton domaine et tu maîtrises. À 24, 25, il faut un temps quand même. Donc, le problème justement, on travaille sur les stratégies de financement. Le problème, c'est pas qu'il faut financer les jeunes plutôt que les moins jeunes ou vice-versa. Le problème, c'est que les stratégies et les tendances de financement, elles mainstream. Mais il y a trop d'argent, voilà, pratiquement tout l'argent, mais 25-35, et à partir de 35, quand tu es entrepreneur, quand tu es une entreprise, vous faites une accélération,
ou tu as décidé de commencer, c'est-à-dire que tu te lances là-dessus à 35 ans, il n'y a plus personne. Donc, résultat, tu n'as plus de viabilité. Les entreprises qu'on accompagne, tous, tu dis, toi, accélération, ça, c'est quelque chose que parmi nos activités CFW, on veut travailler dessus, on va faire du plaidoyer justement vis-à-vis des bailleurs. Il faut dire qu'il y a un gap. Ce n'est pas que c'est mauvais ce qu'ils sont en train de faire, mais il y a un gap quelque part. Et c'est là où d'autres, peut-être, parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui se positionnent aussi sur le gap, ce qu'on appelle sur le grant making strategy, sur l'investissement. Les bailleurs, il y a les subventions, tous les types de ressources. Donc, effectivement, il y a un gap et c'est à nous, justement, de lever la voix pour dire, attendons, on a un souci ici, il y a des gens qui sont dans cette phase-là et qu'il n'y a personne pour appuyer, effectivement. Merci, Wafi, pour ces détails. Je donne la parole aussi à Henri qui voudra intervenir par rapport à la question de l'âge. Micro, Henri. Pardon, encore une fois. Non, mais bien sûr, je suis bien entendu qu'il faut travailler avec toutes les générations. Après, c'est vrai que c'est aussi le rôle d'un incubateur de faire en sorte que sa communication puisse inclure tout le monde, parce que et nous on a notre part de faute à prendre, dans le sens où c'est vrai que la majorité des personnes qui candidatent chez nous sont voilà, entre 25 et 35 ans. Après, on accompagne aussi pas de critères d'âge, pas du tout. Mais on accompagne les personnes de plus de 40, enfin, ça c'est pas la question. Mais de manière générale, la communication peut aussi parfois inclure certaines, même le fait de communiquer en digital peut parfois exclure certaines personnes. Donc la question de l'exclusion, elle est à tout niveau, elle est âge, géographie, enfin, elle est diverse, quoi. Après, la question de la jeunesse, elle est quand même extrêmement importante, parce qu'on dit souvent qu'à chaque, enfin, j'ai déjà entendu dire qu'à chaque génération naît un nouveau peuple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est lié à la formation, à l'éducation aussi. Si il y a énormément qui est fait, enfin, si on fait beaucoup sur la formation pour les jeunes générations, ça peut très rapidement, en 10-15 ans, totalement changer un système. Donc c'est pour ça aussi que c'est extrêmement intéressant et pertinent de travailler avec les jeunes générations. Après, juste pour revenir sur la question de l'impact social, après je pense qu'il faut faire attention, parce que c'est pas parce qu'un projet évolue dans le secteur, alors dans le secteur globalement des industries culturelles et créatives, qu'il a forcément un impact social. Déjà, en interne, au sein de l'entreprise, il peut y avoir des pratiques néfastes auprès des salariés, auprès des prestataires avec lesquels ils travaillent. Donc ça, c'est aussi avec cette question de l'impact social et comment on travaille sur la relation avec tous les écosystèmes de l'entreprise, et également dans le modèle de l'entreprise. À quel moment on prône une culture accessible à tous et pas élitiste. Ça aussi, c'est des enjeux qu'il faut travailler. Je dis pas que il y a une question de, c'est pas noir ou blanc. C'est pas une question, en fait, il y a pas d'impact. Il y a l'impact, il y a une question de gradation. Il y a un travail à faire là-dessus. Et nous, c'est juste que travailler et mettre ce critère-là en avant, c'est aussi travailler là-dessus. Voilà. Merci Henri pour la réponse, pour cette précision. Mariam, tout à l'heure, je pense que tu voulais intervenir. Non, juste rapidement par rapport à la question de l'âge. Bon, je vais parler juste de Tfan, qu'il n'y a pas cette limite d'âge, mais nous croyons vraiment cet échange, cette coopération avec les personnes, disons, mûres, est très importante. D'ailleurs, il y a plusieurs cas, comme par exemple l'école de la caricature. C'est Chedli Belkhan qui a formé des jeunes. Il y a Habib El-Hedi, le Rio, qui aussi, lui, fait les formations pour les jeunes, qui assiste des jeunes. Donc, cet échange entre les tranches d'âge est très important. Mais il est vrai que à un certain âge, peut-être qu'on va pas, peut-être les personnes assez mûres ne sont pas peut-être ciblées par les formations artistiques directement, mais le ciblage direct se fait plutôt vers des enfants ou des jeunes. Mais pour tout ce qui est entreprise, tout ce qui est projet, là, il n'y a aucune limite dans l'âge. Au contraire, il y a beaucoup de partage d'expérience avec les jeunes pour bien mener ces projets. Aussi, pour la question de la pérennité des projets, le fait d'avoir une subvention déjà,
quand les bailleurs de fonds en général donnent des subventions, ils font le suivi de ces projets-là. Donc, il y a, comme a dit Wessim tout à l'heure, il y a de l'apprentissage sur le tas, puisque vous avez des comptes à rendre à votre bailleur de fonds. Donc, il y a de l'assistance technique, de l'appui dans tout ce qui est gestion de projet, dans tout ce qui est gestion de ressources humaines, dans la gestion financière. Et en ayant un fonds, de plusieurs fonds de l'Union européenne, de plusieurs fonds qui existent. Là, c'est une occasion aussi pour avoir cette assistance technique et cette amélioration de compétences. Il y a aussi la notion aussi de confiance. Et quand on a des fonds, même si on ne profite pas directement, c'est un moyen aussi pour avoir des levées de fonds, pour pour prendre d'autres subventions, pour avoir aussi un appui d'autres structures, de banques. Et Wafé, je sais qu'elle introduit ça très bien dans les ateliers qu'elle fait pour tout ce qui est levée de fonds, pour tout ce qui est montrer l'impact de ce projet, parce que c'est un ascenseur, en fait. Si on réussit un certain projet, c'est que tu as une légitimité, tu montres bien que tu as fait des choses. Et après, le profil merci Mariam pour cette précision. Là, je vais revenir juste aux commentaires pour un peu recadrer et répondre aux commentaires pour qu'on soit pas un peu, pour que ça soit plus interactif et puis revenir à notre discussion. Donc, parmi les commentaires que je n'ai pas lus, que je vais lire maintenant, il y a Rofan qui nous dit, ça aurait été bien d'inviter aussi un représentant du ministère. Aucune subvention n'est allouée pour tout espace culturel dans des régions et c'est absurde. Et il y a Imen qui nous répond aussi que plus éviction du secteur au profit du secteur public, financer des EPNA, bref, et finalement tous les fonds c'est avec les tickets et les sommes qu'elle a mentionnées et financer 5 ou 7 projets dont une bonne partie pour les EPNA et on parle d'entrepreneuriat culturel, bref, il aurait fallu inviter d'autres bailleurs de fonds. Bon, je vais peut-être, et il y a un autre commentaire. Après, personnellement, je vais répondre pour un peu expliquer le but de ce panel. Bonsoir, je viens de me rejoindre. Alors, en tant que musicien professionnel et à propos du développement culturel en Tunisie, on manque de salles de concert et un peu partout dans tout le territoire tunisien. Vous avez un projet à propos de ça ou bien est-ce qu'il y a des bailleurs de fonds qui se sont intéressés de financer des projets pareils? Juste pour commencer, concernant le but de ce panel, en fait, c'était oui, effectivement, comme annoncé dans le titre et le descriptif, c'était de parler de l'entrepreneuriat culturel. Et le choix des intervenants, c'était aussi d'avoir les différentes personnes. Il y a Wafé qui s'y connaît en financement, en finance engineering, je crois le terme, l'autre fois tu me l'as mentionné. Tous ces détails-là, la data, les informations. Il y a Wassim qui porte 2 casquettes. Il fait de l'entrepreneuriat culturel, mais là aussi, à travers son expérience, il essaie de passer, disons, le flambeau et que ça soit pas qu'aussi contre Grand Tunis. Il y a Mariam qui représente le fonds de Fan et qui subventionne des initiatives. Et il y a Henri, à part Inco Group, qu'il représente, mais aussi il y a Minansa qui fait particulièrement de l'incubation culturelle. Donc, le but de ce premier panel n'était pas d'apporter des solutions, mais aussi dans la vocation de Startup Green, c'est vraiment d'informer et d'éduquer. Et s'il y a des jeunes ou des moins jeunes, comme l'a mentionné tout à l'heure Saïf, des personnes qui souhaitent s'investir et aller dans la direction de l'entrepreneuriat culturel, au moins déjà l'information qui est un critère clé et qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas d'information. Donc là, au moins d'expliquer un peu, d'avoir une sorte de retour sur expérience ou des informations critiques ou clés qui peuvent lui servir dans l'avenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les intervenants qui voudrait ajouter quelque chose? Peut-être très brièvement sur les financements. Il faut toujours comprendre, pour comprendre, je comprends la frustration. La journée de mobilisation de ressources. Pour faire sa stratégie de mobilisation ou l'accès ou il faut comprendre la mission de ton bailleur de fonds. Les bailleurs, tout comme Enti, ont des stratégies, ont des objectifs, ont des secteurs prioritaires. Donc, il faudra prendre le temps de connaître ton bailleur. Mais ce n'est pas bailleur khaïb ou béhi ou مش béhi. Femme bailleur يساعدك ولا ما يساعدكش. Dont la mission ou le rôle, il est en lien avec ce que tu veux faire ou tu ne veux pas faire. Une grande partie التعب والفرستراسيون اللي تصيرنا نحن صيرنا في القطاع نتاعنا c'est que ce que j'appelle knocking the wrong door.
Donc, si dans la mission de tel bailleur de fonds, c'est de financer des structures publiques ou elle est des semi-publiques, c'est parce que le fonds, il a été designé pour faire ça. N'empêche que tu as d'autres, si tu connais mieux ton écosystème, il y a d'autres partenaires, je préfère les appeler les partenaires financiers, qui seraient plus ou moins intéressés par ça. Et encore plus, il est fondamental باش احنا زاده نخدموا مع بعضنا كما قال وسيم بكري الداتا ou ce qu'on fait ou la visibilité de notre impact ou notre rôle c'est de notre responsabilité راه مربوط ببعضه. انا برشا ناس يقولوا لي quand on t'invite tu parles plus de data ou data collection ou recherche que levée de fonds parce que elle est là la clé. Plus on est visible, plus on prouve notre rôle, que ce soit économique, social, plus on est visible. En revanche, je le vois aujourd'hui dans notre secteur, رانا مش حاحين ياسر في لمن الداتا ما بين بعضنا. Donc, montrez-vous, aussi, parce qu'il connaît comment on galère pour ramasser ça. On veut avoir de l'argent, mais on ne veut même pas participer. Donc, s'il vous plaît, je vais recapituler et re-mentionner et remettre l'accent. Donc, Wefé était en train de dire que voilà, il y a le problème de la collecte d'informations, de la data, que même ceux qui font des choses ou qui sont actifs dans un certain domaine, et je pense là, ça s'adapte à plusieurs secteurs, pas que le secteur culturel ou l'entrepreneuriat culturel, qu'on partage pas les informations, qu'on partage pas les données, les statistiques et les chiffres. Et parfois, même les lessons learned, ça empêcherait peut-être d'autres personnes de commettre les mêmes erreurs ou d'aller dans ces directions-là qui vont mener à rien. Donc, un appel qu'on lance là, live, partager le maximum d'informations. Il faut pas être avare parce que après tout, on est en train de construire et l'objectif est de construire ensemble. Pour revenir aussi aux expériences, et je reviens à Wassim parce que il y a aussi, juste avant d'aller à Wassim, pour revenir à Wafé, est-ce qu'il y a les prochaines journées organisées ou des événements qui seront organisés bientôt? Donc là, j'ai mis le site web de CFW, donc il y a toutes les informations, ils postent tout, donc n'hésitez pas à les suivre. Est-ce qu'il y a des dates clés peut-être à annoncer, Wafé, pour que… les événements, une très bonne nouvelle. Oui, la journée de mobilisation de ressources, on organise pour inviter les bailleurs à la rencontre des acteurs culturels. À cause de la Covid, et grâce à la Covid en fait, d'habitude, on نعملوها face à face, معناها حضور physique. المشكلة كانت محصورين, on fait tout ça gratuitement, sans subvention, sans rien, avec nos propres moyens. Donc, le maximum qu'on pouvait recevoir, mais les acteurs, c'était 150 personnes. Puisqu'il y a eu la Covid, on a travaillé maintenant, c'est une très très bonne nouvelle, il y a un partenaire, une plateforme Tayara Thabbal Mahleha, sur laquelle on va faire le speed meeting online. Donc la capacité de réception est non limited. Donc, tabaouna à la page de CFW. On va ouvrir bientôt, on invite les bailleurs, je connais كبير برشا, بالحق كبير l'événement, il devient maintenant بل كنا نعملوه على حساب تونس على الايكوسيستم تاع تونس بركا. ليفينمون هذا بشوي اللي اسمه الار ام دي اللي هو ريسورس موبيلايزيشن ديجيفون. دونك سا ماراثون ديجيتال بوندون 24 heures, une salle virtuelle, ما تفرغش من لي بايور دو فون بور لار لا كولتور من العالم الكل. دونك ان شاء الله بيانتو تبعونا على الباج باش وانسكريفو لي نيوزليتر نتاع سي اف دبليو هكاك خاطر اون فا انفويي لي ليان تاع l'inscription pour participer à l'événement. Voilà. Merci Wafé pour tous ces détails. Voilà, on est en train de publier les liens au fur et à mesure, tous les liens qui sont utiles. Donc là, je reviens à Wassim. Wassim, on a parlé dès le début, mais un peu on s'est égaré au cours du chemin. Par rapport aux activités faites, on a parlé peut-être des oasis créatives, mais Vision Solidaire et Chouarn, c'est de beaux projets qui ont été faits au sein de Maisons de l'Image. Vous faites aussi des formations en photographie et d'autres activités qui peuvent être utiles, soit pour des jeunes chercheurs d'emploi ou même des start-upers ou autres. Donc, si tu nous parles un peu en détail de toutes ces initiatives-là qui ont lieu au sein de Maisons de l'Image. Merci d'être revenu dessus parce que des fois, en parlant de la Maison de l'Image, j'ai oublié de parler des projets qu'on fait. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 2017, on se spécialise dans la formation sur les métiers de l'image. Et cette spécialisation se traduit par le projet Vision Solidaire qu'on a commencé en 2017
qui est un projet de formation des jeunes qui sont issus des quartiers populaires et qui ont malheureusement, pour toi, Saïf, entre 18 et 28 ans. On n'a pas encore ouvert la catégorie d'âge jusqu'à 35 ans, mais on y pense. Mais Saïf était un des formateurs sur ce projet. Donc, l'idée, c'était vraiment d'accompagner ces jeunes pour essayer de faire de cette passion qu'ils ont pour un des métiers que j'ai cité tout à l'heure, un métier qui peut leur assurer une dignité, un avenir, une certaine reconnaissance de leurs compétences et arriver à changer l'image que nous avons de ces quartiers-là qui restent malheureusement liés à la délinquance, aux drogues, au salafisme, etc., etc. Donc, c'est un projet qui est financé par la Fondation Dossos. Et donc, sur les 3 ans du projet, on a formé 90 jeunes. La formation, elle dure 12 mois. Et donc, sur les 3 promotions, on est à un taux d'insertion de 100%. Tous les jeunes qu'on a formés ont été soit recrutés dans des entreprises du secteur culturel et artistique, soit ils se sont installés en tant que freelanceurs. Et nous, on a continué à les alimenter avec ce qu'on appelle des commandes ou des projets sur lesquels ils pouvaient travailler. Et là est la bonne nouvelle, il y a une dizaine qui ont créé leur propre structure dans les quartiers et qui ont, au-delà de notre impact de créer de l'emploi direct, ils ont créé aussi de l'emploi indirect dans leur quartier. L'expérience de Vision Solidaire est ponctuée chaque année par un projet de fin de formation. Je cite le projet Fachat sur lequel on a travaillé l'année dernière et dont le but était d'organiser des road trips dans les quartiers en emmenant les gens qui ont pris le bus à voir les interventions qui ont été faites sur les commerces. Donc, on a réaménagé les commerces, on a recréé leur charte graphique, leur identité visuelle. On a assuré une campagne de promotion de leurs produits et on a finalement amené les gens à les rencontrer. Cette année, avec l'aide de la fondation, de l'Agence française de développement, nous avons développé un projet qui s'appelle Chouera. Et Chouera, l'envie était vraiment de produire une série documentaire qui donne une certaine image sur les quartiers, ces quartiers-là d'où viennent des jeunes. Et c'est les mêmes quartiers sur lesquels l'Agence française de développement intervient en réaménageant les quartiers, en installant des équipements sociaux, des équipements culturels. Et l'idée, c'est vraiment de donner un visage à ces quartiers-là. Donc, on a mis en avant les habitants du quartier qui ont présenté leur histoire, leur quartier, le lien qu'ils ont avec le quartier et les autres habitants. Et l'impact de ce genre d'intervention, que ce soit des interventions culturelles ou des interventions sur l'infrastructure même du quartier, sur la vie de ces habitants-là, ça nous a un peu reconfrontés dans l'idée que ces quartiers-là, ils manquent vraiment de visibilité. On n'entend pas forcément d'autres voix que celles qu'on voit dans les infos. Tel a tué tel, on a trouvé 100 kg de zat dans tel quartier, alors que dans ces quartiers, il y a des jeunes qui créent, il y a des jeunes et des moins jeunes aussi, hein, qui essayent de changer les quartiers à travers d'initiatives propres. Et donc, l'enjeu de ce projet-là a été aussi très fort parce qu'on l'a produit juste après le confinement. Donc, généralement, les jeunes ont entre 3 et 4 mois pour travailler sur le projet. Là, on a été amené à le faire en 1 mois et demi entre production, couverture photo, production des vidéos, l'habillage, la charte graphique, des sites web, le magazine, les expositions. Et on est très content du résultat. Et ça nous a aussi donné beaucoup de visibilité auprès d'autres organismes, d'autres ONG qui commencent aujourd'hui à croire que faut pas forcément être titulaire d'un diplôme en beaux-arts ou dans une très grande école d'art ou
ou autre pour pouvoir développer des projets de qualité. Il suffit juste vraiment d'avoir le bon encadrement, d'avoir l'implication. Et là, je remercie tous les intervenants et les artistes qui ont donné de leur temps pour former ces jeunes-là. Ils étaient très généreux. Et cette générosité, on la retrouve dans la qualité, dans le produit fini, si j'ose appeler ça un produit culturel. Voilà, la formation aussi nous a donné envie, et là vient l'importance du rôle de Twan qu'a joué l'année dernière, en nous permettant aussi de essayer de dupliquer cette expérience de formation dans les oasis, comme j'ai dit tout à l'heure, en allant toucher une cible qui n'a pas forcément accès à des formations en photo, en vidéo, en design, qui nous a permis aussi de leur donner la chance de rencontrer des artistes étrangers qui venaient pour la première fois en Tunisie, qui ont été très agréablement surpris par la qualité des œuvres produites par les jeunes des Oasis. Moi, je dis toujours que ces jeunes-là nous ont aussi changé notre vision sur la formation et notre vision sur l'importance d'aller dans les régions, parce qu'aujourd'hui, ces régions-là, c'est une pépinière vierge et de talent, et je mets 2 lignes sur vierge parce que c'est des gens qui n'ont pas été pollués visuellement, qui sont très connectés, réceptifs. Très réceptifs, ils ont un très grand sens de la rhétorique, ils sont anglophones, et ça nous a vraiment donné l'envie de continuer à travailler sur les régions. Et ça se traduit aussi par un nouveau projet qu'on a déposé auprès de Twan, qui a été accepté, qui va nous permettre d'étendre nos activités sur d'autres régions du centre, du nord-ouest, etc. Donc, voilà, la maison d'image aujourd'hui, c'est devenu une aventure humaine. C'est plus seulement une entreprise, mais c'est devenu un refuge pour ces jeunes-là. Et je pense que notre pari de miser sur la formation est un pari vraiment gagnant. Et je pense que ça sera notre fer de lance pour les années à venir. Tout à fait, aussi. Moi, je connais quelques profils, en fait, qui faisaient partie de la première session de Vision Solidaire. C'est pour cela que j'ai insisté pour que tu partages un peu ce qui a été fait au sein de Maison d'Image, et que ce n'est pas peut-être l'idée reçue par certains que à Maison d'Image, on pouvait assister à des films. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de diffusion de films, mais des expositions, des expos photos ou autres, alors que c'est plus que ça. C'est tout un hub, il y a toute une dimension humaine. C'est une famille, et je connais certains jeunes qui ont été formés à la Maison de l'Image sur les métiers de montage vidéo ou photographie ou web design, et qui ont été embauchés par la suite par des agences de communication ou des médias en ligne ou autres. Et voilà, ça décolle pour eux. Ou peut-être le plus beau, comme tu l'as mentionné, ceux qui ont ouvert leur propre structure et par conséquent, ils emploient d'autres personnes. Et là, je pense, voilà, l'impact vraiment social, humain, tout ce que vous voulez. Aussi, en fait, je vais revenir à Wafé ou à Maïm ou toute autre personne. Peut-être on va essayer de clôturer un peu. Je vous ai assez retenu et on a essayé de couvrir tous les points. Dans les commentaires, s'il y a des questions, c'est le moment ou jamais. J'ai mis tous les liens qui ont été mentionnés. Encore une fois, j'insiste. Il y a le dernier lien qui est le lien YouTube que je vais mettre sur l'écran là. C'est vraiment toutes les vidéos de Chouer. Donc, je vous invite vivement à voir toutes ces capsules vidéo et découvrir les personnes derrière. Donc, je vais laisser le mot de la fin, et Henri est revenu, donc je lui ai préparé une question. Alors, Henri, je voulais juste te demander, avec les startups que vous avez incubées, et vous avez dit qu'il y a des startups que voilà, ils disent après 6 mois, on ne décolle pas, ou on passe pas comme on l'a prévu. Peut-être les lessons learned ou peut-être les erreurs à ne pas commettre, à part le fait que un détail très important, il y a plusieurs investisseurs ou incubateurs qui me le disent, c'est vraiment le côté humain. Les fondateurs et cofondateurs, c'est un élément clé pour le succès et même pour la sélection pour certaines compétitions ou financements ou autres. Donc peut-être les leçons apprises, ou peut-être un constat que vous avez vu dans toutes ces startups qui ont été incubées à Minas. Peut-être il y a un point commun, il y a une erreur fatale qui se répète ou autre. Si tu peux partager avec nous ça.
Non, mais je pense juste qu'il faut savoir garder assez de recul sur son projet, ne pas de manière tomber amoureux de l'idée. Alors, je dis pas qu'il faut pas se battre sur le projet, hein, c'est pas ça. Mais à un moment donné, on perd du recul, on n'arrive plus à avoir assez de recul pour voir si son projet est faisable ou pas. Et un incubateur sert aussi à ça, sert aussi à prendre ce recul-là. Et surtout, moi je conseille aussi vraiment de bien s'entourer, réfléchir aux membres de l'équipe avec lesquels on fait ce projet, car c'est malgré tout un projet d'entreprise, ça reste un projet humain. Et en général, dans un projet de progrès, les premiers défauts, au-delà de tous les défauts de structuration financière, etc., qui sont propres à chaque projet, c'est vraiment la question humaine peut faire défaut et qui peut empêcher un projet d'évoluer. Donc, voilà, moi, après, tout est réglable, tout est ajustable, mais la question humaine et la question de prendre assez de recul sur son projet, c'est vraiment, je pense, le plus simple. Merci Henri. Juste petit détail, il y a eu un petit problème de connexion, donc une partie de ta réponse, on l'a pas bien entendue. Si tu peux vite récapituler et répéter. Ouais, je suis désolé. Non, moi, je disais que dans une entreprise, tout est ajustable, tout est réglable. Juste la partie humaine, la partie, c'est-à-dire avec qui on s'entoure, avec qui on fait le projet, il faut vraiment bien y réfléchir. C'est vraiment hyper important. Donc, il faut prendre le temps de réfléchir avec qui on s'engage sur ce projet. Et également ne pas tomber amoureux de l'idée de son projet. C'est-à-dire savoir garder assez de recul sur l'idée de son projet pour pouvoir aussi changer de modèle, changer de jambes pour pouvoir en fait s'adapter. Parce que si on tombe amoureux de son projet, et ben en fait on peut faire ce recul qui est nécessaire pour pouvoir s'adapter et avancer. Merci Henri. Voilà, il faut pas tomber amoureux de son projet et surtout être réaliste par rapport à la réalité, par rapport à son environnement. Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à rêver. Hein. Je veux pas briser les rêves. Juste, bien sûr qu'il faut rêver, mais il y a une limite. À un moment donné, il faut aussi savoir garder du recul sur un projet. Il faut rêver, mais en gardant les pieds sur terre. Donc, on arrive à la fin. Je vous ai déjà assez retenu et je pense qu'on a couvert toutes les questions. On a répondu à toutes les questions. On a essayé d'expliquer au maximum des choses. Donc, le mot de la fin, on va faire le mot de la fin un par un. Wefé? Je sais pas, qu'est-ce que je vais dire? C'est un peu, je sais pas, keep going. Et franchement, je suis pas, si je bondis sur abandonner, moi, j'abandonne pas parce que au début, quand j'ai commencé CFW, personne ne comprenait. Jusqu'à maintenant, très peu de gens comprennent ce que je fais. Et jusqu'à aujourd'hui, même les bailleurs de fonds, quand je vais moi les avoir pour m'accompagner, ils comprennent pas. Mais après 2 ans, ils reviennent me voir. Ah, on veut ce truc-là. Ah, maintenant, tu payes. Non, ça pour rire. Mais c'est vrai, parce que pour certaines idées, tu peux être vachement à l'avance. Et malheureusement, hein, c'est pas dans ton écosystème, il n'y a pas forcément que des Einstein. Donc, des fois, il va falloir que les gens ils retaliquent. Donc, n'abandonnez pas si vous êtes des fois sûr de l'idée, vous savez qu'elle va marcher. Malheureusement, il va falloir attendre que les soulahfet retaliquent. أخذها كيكا moralement بتاعك هكا كيما نقولوا نعم نسيت هما سلحفات استناهم شوي. Fait pour cette analogie, le lièvre et la tortue, la fontaine. Oui, si. Moi, je dis que déjà, faut être amoureux de son projet. Faut vraiment être amoureux de son projet, mais lui laisser le temps de grandir, de mûrir, prendre du recul aussi par rapport à son projet, ne pas avoir peur de remettre en question des choses dans le projet. Des fois, on a tendance à vouloir concrétiser l'idée telle qu'elle nous vient dans l'esprit sans prendre conscience de la réalité aussi de la vie, du marché, du terrain, du projet. Je pense aussi qu'il ne faut pas aussi, moi je le dis toujours, il ne faut pas avoir peur aussi de l'échec. Faut savoir échouer, il faut savoir aussi avoir cette envie, cette dose d'amour et de rêve pour recommencer et apprendre de ses erreurs. Nous, à la Maison d'Image, on a fait beaucoup d'erreurs et chaque erreur qu'on a faite
nous a permis d'apprendre quelque chose. Et si on n'avait pas échoué sur des projets, sur des décisions qu'on avait prises, on n'aurait pas pu avancer et continuer. Aujourd'hui, 5 ans, ça semble peu pour des gens, mais pour nous, 5 ans en Tunisie, c'est l'équivalent de 50 ans dans d'autres pays en termes de charge de travail, en termes d'efforts à faire et de persévérance. Et je pense qu'il faut, et là je rebondis sur ce qu'a dit Wafé tout à l'heure, il faut oublier le dicton qui dit ça et de dire que on est tous dans un environnement et dans un secteur qui a pour origine l'ambition de réunir des gens, que ce soit autour d'un film, autour d'une exposition, autour d'une projection. Et donc, si nous, derrière les acteurs culturels ou les personnes qui sont derrière ces créations ou sur ces lieux, on n'arrive pas à s'unir, il y a un problème. Donc, je pense qu'on doit commencer aujourd'hui par se rassembler et œuvrer pour la structuration du secteur, à s'entraider, ne pas avoir peur de partager l'information, ne pas avoir peur de partager les astuces et même ne pas avoir peur de partager ses sources de revenus, donner le contact de ses bailleurs parce que un bailleur ne va pas t'enlever de l'argent pour donner à quelqu'un d'autre parce que juste il a contacté, mais c'est vraiment aujourd'hui, il faut axer la recherche de financement, la structuration des entreprises culturelles sur une vraie vision, un vrai programme, se spécialiser aussi, éviter aussi de faire d'être un peu partout, de faire du cinéma, du théâtre, de la photo, vraiment d'essayer aussi d'être les meilleurs dans un secteur. Et c'est comme ça, en se spécialisant, on arrive aussi à être cohérent et à se faire comprendre aussi par les bailleurs de fonds qui savent que voilà, vous êtes là pour faire quelque chose, pas juste sauter du coq à l'âne et à chaque fois où il y a un appel, même si c'est pas votre corps métier, vous sautez dessus pour aller chercher le fonds juste pour le fonds. Voilà. Merci Wassim pour tous ces détails. Effectivement, on insiste encore pour l'appel au partage, le partage de l'information. Il y a du chemin à faire et on est tous dans le même bateau. Donc, il faut se serrer les coudes. Mariam. Ok, toi tu es dans le digital, donc moi aussi je viens de tout ce qui est technologie digitale, de ce milieu. Donc je crois que dans notre milieu, on fait plus de partage et on vit de ce partage-là avec tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, le partage et tout ça. Ça commence à évoluer dans le domaine de la culture, mais reste à faire justement pour le partage. J'insiste sur ça. Moi, je suis contente déjà, Bahé, et je tiens à te remercier parce que tu n'es pas nécessairement une spécialiste qui est connue dans tout ce qui est stratégie digitale. C'est bien aussi que tu t'intéresses à ce domaine. Et moi, ça fait maintenant presque 4 ans que je suis dans la culture, dans le finance, et je vois qu'il y a une dynamique qui est en train d'être créée. Ça évolue vite. Il y a un grand changement qui se fait qui a été fait pendant ces années. Il faut pas être frustré tout à l'heure comme fan. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Si on a une idée, moi, je pense qu'il faut pas attendre les fonds. Il faut même commencer petit. On a une idée, tu peux commencer petit et faire évoluer les choses petit à petit. D'ailleurs, c'est le cas, par exemple, ici de Wafé, qui a cru en son projet, qui a cru, qu'il a fait. Et je suis sûre que toutes les startups galèrent, pas uniquement dans le domaine de la culture, mais partout. C'est un problème dans toute la Tunisie, partout. C'est les difficultés elles sont là, mais moi je préfère commencer petit et évoluer que avoir des grands fonds dès le début et essayer. Après, les fonds vont venir tout seuls quand on voit la réussite de ces projets-là. C'est ce que j'ai à dire.
Merci Mariam. Et peut-être je vais rebondir. Tout à l'heure, Wafé l'a mentionné. Voilà, au début, quand elle a commencé, il a fallu faire du plaidoyer, montrer de quoi elle était capable elle était capable de faire. Et après, voilà, les gens ils sont venus vers elle. Je pense que c'est pareil aussi pour Wessim, et tu me corriges si je me trompe. Voilà, Wessim, au début, il a commencé seul. Il a commis des erreurs comme il a mentionné. Et après, il y a eu les subventions, les activités, l'équipe et tout ce développement-là de la maison d'image. Henri, mot de la fin et récap. Ouais. Je commencerai par dire que apparemment j'ai pas la même intention aussi. Moi, on me fait un peu plus peur. Sur l'amitié, donc le projet d'entreprise comme un ami. Donc peut-être garder le recul. Non, je disais ça parce que c'est vrai que parfois on peut être aveuglé, mais bien sûr qu'il faut croire en son projet et qu'il faut y croire à fond. C'est aussi ça qui permet d'avancer. Je dirais aussi peut-être à tous les jeunes porteurs et porteuses de projets, là, moins aux plus âgés parce que il y a aussi peut-être plus d'expérience, mais en tout cas, pour les jeunes porteurs et porteuses de projets, si vos parents croient que votre projet n'est pas bon, allez-y. Parce que franchement, il faut seulement croire en ses rêves. Et je m'adresse aussi à tous les acteurs économiques traditionnels, banques, investisseurs. Je vous invite vraiment à découvrir et à vous intéresser à ces porteurs de projets culturels et créatifs parce qu'ils ont un potentiel énorme. Oui, ils sont viables, oui, ils sont rentables. Ils ont un énorme potentiel, à la fois en termes de création de richesse, de création d'emploi, de création de valeur sociale. Donc c'est aussi ça, nous, notre rôle à l'INSA, c'est de créer ce fonds-là. Et si on a réussi à participer, à encore plus crédibiliser le rôle que prennent ces porteurs de projets-là et le rôle que prend ce secteur-là, ça sera, en tout cas à notre échelle, un pari gagné. Et je tiens également à remercier, nous, on est vraiment nouveau-nés dans l'écosystème culturel et créatif canadien, on est là depuis 1 an et demi. Donc, je tiens encore à essayer, je rebondis également sur ce que disait Wesley, il faut tous s'entraider. Mais c'est vraiment grâce à cette entraide qu'on a pu exister, qu'on a pu faire un projet qui, certes, a encore beaucoup de challenges, avec beaucoup de défis à surmonter, mais qui commence à faire son maximum pour prendre un petit peu le chemin. Donc, mais voilà, je tiens encore à remercier tous les acteurs culturels. Merci Henri et merci mesdames et messieurs pour votre disponibilité et surtout pour votre temps. On est en live et cette discussion a commencé il y a presque 2 heures. J'espère que voilà, pour moi, l'objectif de ce panel a été atteint. Le but était, comme je l'ai mentionné, c'est d'éduquer et d'informer et peut-être c'est un début de collecte d'informations, de data dont on parlait depuis tout à l'heure. Il y a aussi, je pense, c'est ce qui a été dit et partagé tout au long de ce panel est utile pour les futurs entrepreneurs, mais également pour des étudiants, mais pourquoi pas pour des bailleurs de fonds pour s'orienter vers la culture et également pour les marques pour que la culture fait partie de leur action sociétale. Merci encore à toutes les personnes qui nous ont suivis, à vous, chers panélistes, et nous, on continue les activités. Nous allons reprendre d'ici peut-être 2 semaines un nouveau panel aussi sur l'entrepreneuriat culturel, mais dans comment c'est lié au domaine technologique. Tous les détails seront postés sur notre page Facebook et tous les liens ont été mentionnés en commentaire à ce live. Merci encore et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Bye bye. Bye.